Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue pour ce nouveau webinaire que Technofuturtique a le plaisir de vous présenter sur l'intelligence artificielle. Vous le savez, si vous avez déjà suivi nos 2 précédents webinaires, nous avons consacré un cycle à l'intelligence artificielle suite à l'émergence très rapide de ChatGPT qui a vraiment un peu bouleversé nos habitudes et qui peut se décliner suivant plein de thématiques, suivant plusieurs cœurs de métier. Et aujourd'hui, on va s'intéresser probablement à votre cœur de métier. Si vous êtes développeur, c'est le but de ce webinaire. Aujourd'hui, on va parler de ChatGPT, mais aussi des autres IA, fatalement. Savoir si c'est un compagnon idéal pour le développeur, c'est le titre de ce webinaire. Alors, je vais accueillir notre orateur du jour, Bonjour Michael Adrien. Persson. Comment tu vas, Michael? Bien, bien, tranquille. Aujourd'hui, ça va bien. Alors, tu es développeur. Dis-nous un peu, pourquoi est-ce que c'est toi aujourd'hui? Quel est ton background qui fait que tu es là avec nous pour nous parler de Alors, ChatGPT? oui, tout à fait. Tout d'abord, bonjour à tous. Heureux effectivement d'être parmi vous ici. Alors, pourquoi moi? Pourquoi venir effectivement parler un petit peu de ce chat GPT et surtout de tout ce qui est IA, tout ce qui peut nous apporter? Je suis développeur depuis à peu près plus de 15 ans maintenant. J'ai la chance également de pouvoir donner des formations, que ce soit en entreprise ou autre. Et voilà, à un moment donné, effectivement, cette intelligence artificielle vient s'imposer à nous. On n'a pas trop Mmh. le choix. Et donc, au travers de ces différents chats GPT, où on peut utiliser Bard, Bing, etc., d'autres IA, eh bien, on a un impact quand même. Et donc, c'était Mmh. intéressant de pouvoir en discuter. Et c'est vrai que, de par l'expérience que j'ai de développement seul, sans IA, à l'ancienne À génération, on va l'ancienne, dire ça comme ça, old school. c'est voilà, old school, tout à fait, exactement. C'était intéressant, effectivement, de voir un petit peu ce qu'elle pouvait m'apporter et ce qu'elle ne pouvait pas m'apporter aussi. C'est ça qui est assez important. Voilà. Alors, on voit qu'on a un fan club de Michael Persson dans le Ah bon, chat, tous tes élèves qui sont là tout à en fait. grande forme. Hem Pas de pression, c'est bien. Petite question de Pierre, on voit les petites émojis. Voilà, n'hésitez pas, on est là, c'est bon enfant. N'hésitez pas à faire vivre ce chat. Pierre nous demande justement, question qui est souvent posée, si ce webinaire était enregistré, peut-on le télécharger et le revoir plus tard? Oui, vous allez recevoir, tous les participants vont recevoir le replay de ce webinaire à la fin du webinaire. C'est mieux, on va pas Oui, l'envoyer avant, ce serait un avant, peu oui. compliqué. Donc voilà, vous allez recevoir un mail et à la fin aussi de la présentation, on vous expliquera comment télécharger les slides. Il y a quelques petites vidéos aussi qu'on va utiliser qui vous seront mises à disposition, mais de manière générale, vous aurez moyen de revoir le replay directement après la fin de ce webinaire. Voilà, voilà. Je leur avais posé la question, Michael, de Tout à fait. savoir un petit peu, tu aimes bien de savoir qui tu as en face de toi. Exactement. S'ils utilisaient déjà ChatGPT, tu peux voir que 36, c'est assez finalement quasiment un tiers, un Oui, tiers, un tout à fait. tiers, avec, je vais dire les tiers qui se distinguent un peu plus. C'est, je l'ai déjà brièvement testé, mais sans application concrète. On a 33% qui l'utilisent souvent et on en a quand même 31% qui n'ont pas encore essayé. Donc voilà, assez finalement assez Ah, c'est éparse. réparti, oui, tout à Donc fait, voilà, effectivement. on espère que ton discours et que ta présentation va Voilà, pouvoir satisfaire celui qui l'utilise souvent comme celui qui ne l'a qui ne l'a jamais jamais vu, utilisé, qui ne sait tout pas à à quoi fait. ça ressemble. Exactement. Eh bien, je te propose de commencer. Je vais Tout à afficher fait. ta présentation et puis on est parti. Parfait, parfait. Eh bien, voilà, donc on va commencer à discuter un petit peu ensemble. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, bien entendu, et à interagir. Le but donc de ce webinaire, c'est de voir un petit peu, finalement, ces ChatGPT et les autres IA, est-ce que c'est vraiment un compagnon qui va venir nous aider en tant que développeur chevronné ou non, ou au contraire un remplaçant, ce qui est un petit peu plus stressant, on est bien d'accord, surtout avec l'arrivée, vous avez peut-être entendu parler de GPT-4, la nouvelle Mmh. version, qui promet peut-être des sueurs froides aux développeurs, mais rassurez-vous, on va en discuter un petit peu ensemble, on va voir ce que ça peut nous apporter. Et donc, je vais peut-être nous expliquer ce que c'est l'intelligence artificielle, Exactement. qu'on ait un peu tous les mêmes Tout à fondamentaux. fait. Alors, le but ici n'est pas de faire un cours, évidemment, hyper théorique ou quoi, mais c'est vrai qu'il y a des fantasmes sur l'IA, en pensant effectivement que cette IA, finalement, va pouvoir vraiment remplacer une personne physique avec tout ce qu'il y a de bon et de mauvais, malheureusement, également dans les personnes. Et donc, l'IA, c'est quoi finalement? Ce n'est qu'une discipline, ce n'est que, entre guillemets, alors quand je dis ça, on minimise un peu, mais ce n'est que des algorithmes qui vont venir derrière gérer des datas qui ont été mises en place.
Et en fait, il y a une période d'apprentissage. Donc clairement, la qualité de l'IA va dépendre de la qualité de son apprentissage et des données qu'on a au départ. Si on regarde par exemple ChatGPT, ChatGPT va aller chercher ses sources, en partie évidemment sur Internet, sur Redis aussi, si certains connaissent un peu, où il y a à boire et à manger en termes, hein, je vais dire, Il y de, a vraiment un peu de tout un peu de là-dedans. tout, voilà, effectivement. Wikipédia qui, ok, est collaboratif et donc peut aussi parfois mettre des erreurs. Et donc, effectivement, suivant cette qualité de source, eh bien, la qualité de l'IA va évidemment être à la hauteur. Donc, cette IA, finalement, ne va pas être du tout une intelligence au sens intelligence humaine, mais plutôt une intelligence dans le sens où elle va pouvoir décider de trouver le bon chemin, de prédire ce dont on a besoin par rapport aux sources qu'il a et par rapport à la demande que l'on a faite. Donc ça, c'est vraiment important. Donc derrière l'intelligence artificielle, vous avez bien sûr la reconnaissance vocale, la reconnaissance visuelle, impossible par exemple pour certains, on va dire, réseaux sociaux, de détecter les images qui pourraient choquer les jeunes publics. Hein, prenons Ah, bêtement cet exemple-là. De modérer des chats pour éviter d'avoir des propos haineux, racistes et autres. Le problème, vous l'avez peut-être entendu, certaines IA finalement deviennent elles-mêmes racistes et haineuses. Donc voilà, voilà. c'est un peu le problème quand on a effectivement une masse d'informations à ce niveau-là. Le but d'IA, donc, c'est de résoudre un problème, pas d'en apporter. Et donc, rassurez-vous tout de suite, elle n'est pas là pour vous remplacer. Hein. On n'a pas Skynet, pour ceux qui auraient la référence, avec un vieux film, on va dire, à ce niveau-là. On est plutôt vraiment dans une aide à l'IA. Et puis aussi, on voyait lors de, je fais un rappel des précédents webinaires, d'ailleurs, il y a eu Pierre-Yves qui me posait la question dans l'onglet questions. Il demande si c'est possible de voir les précédents webinaires si on ne les a pas suivis. Tout à fait, donc j'ai mis les liens d'inscription. Et donc, quand vous allez sur la page d'inscription, par exemple, d'un webinaire, elles sont toutes interconnectées. Donc, les pages d'inscription restent ouvertes malgré que le webinaire est terminé. Donc, vous pouvez toujours vous inscrire et vous retomberez dans la salle de l'événement avec la vidéo du replay. Donc voilà pour la petite communication d'usage. Mais donc ce que je disais, c'est que on a l'impression, surtout que ChatGPT a réanimé ça, le fait de l'intelligence artificielle, on a l'impression que c'est tout neuf en fait. Sauf qu'on a vu que les premières notions d'intelligence artificielle, ça date déjà des années 50. Tout à fait, effectivement, oui, oui. Ce n'est pas, je vais dire, ça ne date pas d'hier, effectivement. Maintenant, c'est vrai qu'avec l'évolution du marketing via le web, des réseaux sociaux, etc., une IA comme ça qui arrive à avoir une qualité quand même de réponse très intéressante, évidemment, on va faire des émules. Et donc, c'est vrai que ce n'est pas du tout neuf, c'est quelque chose qui a vraiment été réfléchi depuis, on pourrait dire pratiquement, quand on a créé l'ordinateur, c'était pour venir aider et que l'intelligence soit un petit peu déposée à ce niveau-là. Mais effectivement, au niveau, je vais dire, de l'évolution, on n'est pas du tout dans « Ah, waouh, l'intelligence artificielle est arrivée aujourd'hui ». Pas du tout. Elle est là depuis un petit temps. Par contre, sa qualité est là vraiment en train d'augmenter de par justement le fait de ce monde du big data, hein, du volume d'informations qui circulent. Et c'est vrai que quand on regarde des réseaux sociaux ou des grands GAFAM, la quantité, le volume de data qui brasse chaque jour, ça donne évidemment une quantité, encore une fois, de volume d'apprentissage. Et comme c'est la base finalement de cette IA, c'est de pouvoir apprendre par rapport à une quantité de data, comme on arrive dans ce monde où finalement on a des milliards et des milliards de données qui sont effectivement générées à la seconde, eh bien l'IA va devenir beaucoup plus intéressante, mais évidemment peut-être aussi beaucoup plus, peut-être, on va dire, sujette à prendre des décisions par rapport au volume de données qui ne sont peut-être pas celles par rapport à l'éthique, etc. Mais bon, ça c'est un autre débat. On pourra en passer des heures évidemment à discuter à ce niveau-ci. Alors évidemment, ce qui est important aussi, c'est de voir que l'IA, ce n'est pas aussi certaines choses. Dans le fantasme, l'IA, c'est ce qui va me permettre de remplacer, on va dire, je sais pas moi, la personne qui me fait le café, ou on va dire des choses comme ça. C'est vrai qu'il y a la robotique qui est associée, on est bien d'accord, on n'est pas là pour en parler. Mais ce qui est important, c'est que l'IA n'est pas là pour ressentir, pour avoir des sentiments. Alors c'est vrai qu'on a de temps en temps des petits buzz qui se font sur le web en disant « Ah tiens, l'IA est devenue agressive, mais en fait, elle ne fait que calquer une information basée sur des données qu'elle a. Et donc, ce n'est que du mimétisme. Ce n'est pas de la... Je vais dire une prise de conscience. Voilà, une prise de conscience, effectivement. Donc ça, c'est vraiment important. Elle ne va pas pouvoir nous remplacer de manière compétente non plus. Pourquoi ? Parce qu'elle se base sur quelque chose de très factuel. Donc, l'avantage quand même de l'humain, encore pour l'instant, je touche du bois, que ce soit toujours le cas, c'est la créativité, la réflexion et surtout l'adaptation par rapport à un problème donné, où quelque chose de très factuel peut devenir effectivement un peu plus brumeux ou un peu plus difficile à cerner, où là, l'humain va apporter sa contribution. Et donc, l'IA est là, en fait, pour seconder, un peu, comme on pourrait dire, les voitures sont là pour nous seconder, pour nous déplacer. En aucun cas, je pense que la voiture pourra venir travailler à ma place, malheureusement. Donc voilà, donc elles sont là pour nous aider de manière efficace. Et c'est clair que maintenant, si on regarde ChatGPT,
Si on regarde, bon, on a aussi les concurrents chinois et autres, eh bien, ils sont là pour venir nous apporter une aide et finalement qu'on arrête de passer notre temps à faire des tâches qui pourraient être automatisées et qu'on se concentre vraiment sur l'essentiel. Donc ça, c'est pour l'IA. Maintenant, on va passer plus vers ChatGPT. C'est ça, tout à fait. Donc maintenant, on va aller un peu plus vers ChatGPT. Donc, chat, pour le chat, vous connaissez, hein, je ne vais pas définir ce qu'est un chat. Et GPT, c'est par rapport à, je vais dire, l'algorithme qui se retrouve derrière, par rapport à ce que OpenAI proposait, puis a été racheté par Microsoft. Voilà, ne parlons pas côté, je vais dire, capitalisme. Mais voilà, donc ça a été racheté. Et donc, en fait, c'est simplement une IA qui va se baser sur un algorithme de prédiction, c'est vraiment ça, hein, sur le langage naturel, va être donc un langage prédictif et va essayer de répondre à notre demande. Ce qui veut dire que techniquement, si je lui pose la question, j'ai fait l'exercice, tiens, est-ce que tu vas me remplacer un jour? Mon but, c'était ça, finalement, le point de départ. Remarquez que sa réponse est assez simple. Son but, c'est d'automatiser les tâches. Alors, je sens les complotistes qui disent qu'il ne va pas dire le contraire si c'était pour nous remplacer. Ok, soit, on pourrait dire ça comme ça. Mais comme je vous l'ai dit, ce ChatGPT est là pour nous aider à nous concentrer sur les tâches où on a une réelle plus-value. Si parmi vous, il y a des développeurs, et je pense que c'est le cas, hein, on est bien d'accord, sinon vous pourriez venir voir le webinaire même si vous n'êtes pas développeur en fait. C'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde, tout à fait. Mais c'est clair que si vous avez besoin simplement de faire, je vais prendre le cas le plus simple, faire une boucle qui va compter de 1 à 10, oui, ça va vous prendre 5 minutes à l'écrire, mais est-ce que vous avez apporté une réelle plus-value? Pas du tout. ChatGPT va vous le faire tranquillement. Si vous avez besoin d'avoir quelque chose d'un peu plus complexe où finalement tout le monde l'a déjà fait, ChatGPT peut vous aider aussi. Ne nous leurrons pas, un développeur finalement, il ne va pas rester devant son écran à chercher une solution à un problème, il va aller chercher où? Sur le web. On a Stack Overflow, on a Google, bien sûr, notre ami, hein, on va dire, ou notre ami, ça dépend un peu, il va nous aider. Eh bien, ChatGPT va venir nous permettre de concentrer cette info et nous aider à réfléchir parfois aux problèmes également. Son but, c'est vraiment ça, c'est de nous aider à réfléchir aux problèmes. Si on reste sur sa première réponse, dans la plupart des cas, cette réponse n'est pas satisfaisante. En tout cas, en termes de développement à ce niveau-là. Son but n'est d'ailleurs pas un but de développement. C'est vraiment important de le garder en tête. ChatGPT n'a pas été réfléchi pour les développeurs, il a été réfléchi simplement comme une IA conversationnelle. Et donc, oui, effectivement, vu que sur le web, vous avez un volume de données concernant les datas, concernant, je veux dire, le développement, etc., et il peut vous aider, mais ce n'est pas son but premier. Donc ça, c'est vraiment important aussi de le garder en tête. Et donc, ChatGPT est là pour nous aider, nous rendre productifs, et pas nous faire perdre du temps. On est bien d'accord, on est bien d'accord. Ni remplacer notre cerveau, hein, on en aura toujours besoin, quoi qu'il arrive. Il faut vraiment, comme tu l'as dit, le considérer comme un assistant, un aidant, mais pas... Exactement. Voilà, c'est pas lui qui va prendre la décision. Non, tout à fait. Et c'est vrai que se baser sur ce qu'il nous propose pour pouvoir, je vais dire, avancer au niveau d'un développement peut être dangereux même. Parce qu'effectivement, il ne va pas réfléchir à tous les cas de figure possibles et imaginables, et donc on risque de se retrouver parfois avec des codes qui ont des failles de sécurité ou qui ne répondent pas exactement de manière optimale à notre besoin. Donc il y aura toujours besoin de cette réflexion du développeur derrière. Alors, pour ici illustrer un petit peu, je suis parti sur le principe de finalement tous les développements, comment ça fonctionne, enfin en tout cas de plus en plus, on utilise donc le principe de l'agile. L'agile est là pourquoi? Pour planifier ce que l'on a besoin, définir donc par rapport au client des user stories, c'est-à-dire finalement ce dont a besoin le client. Et puis, derrière tout ça, on a un sprint où on dit on développe cette fonctionnalité pendant X temps, on va la tester, on va vérifier, on fait du code review, excusez-moi. Donc, on vérifie si le code est correct, s'il ne peut pas être optimisé, etc. Et puis, au final, on déploie et on est très content que le client revienne de toute façon parce qu'il y a des choses à changer. Ça, on est bien d'accord. Et donc, justement, ChatGPT pourrait s'intégrer très facilement dans ce processus. Il va venir aider en fait tout au long de la vie, évidemment, d'un projet ou on va dire d'une solution que l'on voudrait développer, en venant s'intégrer dans chacune des parties. En fait, pour la planification, simplement, on pourrait considérer, tiens, j'ai un besoin d'un client, j'ai demandé à ChatGPT qui me le découpe en petits besoins, en petites user stories, qui seront là pourquoi? Pour me permettre d'envoyer ça à mes développeurs et de définir les tâches, finalement, qui se trouvent derrière. À partir de là, je peux donner effectivement à ChatGPT en disant, voilà, les priorités, c'est ceci, et lui demander de me faire un planning finalement. À ce moment-là, il me planifie mes différentes parties, et à partir de là, je demande aux développeurs, bien sûr, de développer. À un moment donné, ils sont là pour ça. On est bien quand même faire un peu son boulot, quand même. Ça sera intéressant, voilà, effectivement. Sinon, on n'achète que des machines, on n'achète pas de personnes. Enfin, on n'achète pas les personnes, pardon, on les paye, mais c'est un peu, voilà, autre débat. Donc, effectivement, on va leur demander de développer, mais on a besoin de pouvoir faire un code review, c'est-à-dire vérifier, effectivement, derrière, si je ne peux pas aller un peu plus précisément sur mes besoins, si je ne peux pas commenter aussi correctement. Tous les développeurs qui sont là se disent commenter un code, c'est super casse-pied. Eh bien, ChatGPT est là, par exemple, pour commenter votre code. Ou si, par exemple, vous avez une personne de l'équipe de développement qui arrive sur le projet,
eh bien, il va pouvoir demander d'expliquer le code. Donc, c'est vraiment important à ce niveau-là. Ensuite, génération de tests, etc. On va regarder ça un petit peu ensemble. J'ai quelques petits print screens Ouais. pour vous montrer un peu le fonctionnement sur un cas hypothétique de projet. Mais vous voyez qu'il ne va pas s'arrêter simplement à « je génère du code ». Si on limite ChatGPT à ça, on passe un petit peu à côté de l'essentiel, où il est là finalement pour le principe du rubber duck. Je ne sais pas si vous connaissez le principe du canard en plastique. Lorsqu'on a un problème, il faut pouvoir en parler à quelqu'un, et quand on l'énonce à haute voix, ça devient effectivement intéressant. On trouve parfois la solution soi-même. Bien, ChatGPT, lui, va en plus me proposer et donc me pousser dans ma réflexion. C'est là que ça devient très intéressant. Alors, en gros, voilà, ChatGPT se retrouve au centre finalement d'un processus de développement. Donc, il va pouvoir aller effectivement analyser mes données. Donc, je peux très bien lui donner des infos et puis lui dire, tiens, j'ai besoin d'une base de données, j'ai besoin que tu me la structures, j'ai besoin que tu me crées un XML pour un échange de data, etc. Et je n'aurai pas à le faire moi-même. Attention, je devrais vérifier ce qu'il me propose, on est bien d'accord, mais voilà. Il va pouvoir aussi générer les fichiers de configuration. J'ai besoin que mon application puisse effectivement être déployée sur tel serveur avec telle info, j'ai besoin d'un fichier de configuration, il va le faire pour moi. Ça, oui, ça ne m'aurait pas pris beaucoup de temps, mais ça prend moins de temps de lui demander, on est bien d'accord, et je peux me concentrer alors sur les tâches un peu plus intéressantes. Il va me permettre aussi d'optimiser. Ça peut être intéressant parce qu'effectivement, en termes de timing, on sait très bien que sur des projets informatiques, le côté refactoring, le côté code review prend beaucoup de temps. Et donc, effectivement, au niveau business, parfois, ça peut poser problème. Bien, ChatGPT peut faire une première overview, on va dire, du code et nous permettre d'avoir des optimisations de code. Et de voir là où on doit se concentrer. Exactement, finalement de cibler l'endroit où je devrais me concentrer et pas commencer à regarder ligne par ligne ou quoi que ce soit, ce qui peut être un peu rébarbatif, et même me définir des bugs, enfin pardon, pas me définir, ça ne se dit pas, plutôt me proposer des endroits où je devrais corriger pour éviter tel ou tel bug auquel je n'aurais pas pensé. Alors évidemment, un développeur d'expérience va avoir moins de retours peut-être par rapport effectivement aux bugs possibles, à l'optimisation, mais ça permet effectivement, on n'est pas à l'abri d'une erreur humaine, ça permet effectivement d'avoir une aide, un aide de camp, on va dire ça comme ça, un bras droit à ce niveau-ci. Vraiment un assistant, comme tu le dis. C'est ça, c'est vraiment ça. Il doit être un assistant, pas un remplaçant, on est bien d'accord à ce niveau-ci. Et donc, dans nos applications, voilà finalement les 3 zones sur lesquelles aussi il peut être, on va dire, utile. On parle toujours de ChatGPT comme étant simplement un interface dans lequel je pose mes questions. ChatGPT, c'est plus que ça. On en parlera en fin de webinaire, mais on a aussi la possibilité de l'intégrer dans nos applications. Là, ça devient intéressant. Qui n'a pas rêvé de mettre un chatbot sur son site? Alors, vous allez me dire, oui, il y a plein d'outils payants qu'on peut utiliser, etc. Mais je peux effectivement passer par ChatGPT ou par plutôt sa librairie GPT OpenAI pour prévoir effectivement un bot qui va me permettre de discuter. Payant aussi de toute façon, soyez bien honnête, rien n'est gratuit. Mais voilà, je vais pouvoir intégrer aussi de l'image generation. Donc, vous avez peut-être déjà regardé un petit peu Midjourney, qui a fait un petit peu son tour. Vous avez DALL-E aussi, voilà, qui permet de générer des images. Mais c'est vrai qu'on a besoin de telle image ou telle image pour illustrer peut-être un webinaire. Sait-on jamais, Adrien? On pourrait poser la question. Sait-on jamais pour voir un peu ce qu'il donne. Mais voilà, de la transcription également par rapport à mon dialogue, par rapport à ce que je suis en train de dire ici. Peut-être que certains voudraient la transcription en même temps, ce qui est déjà disponible dans certains outils. Eh bien, Microsoft, par exemple, l'a dit clairement, intégration dans Teams, intégration dans les autres outils pour permettre justement tous ces éléments. Mais moi, en tant que développeur, je pourrais donc proposer à mes clients maintenant cette possibilité d'ajouter l'IA à l'intérieur de mes applicatifs. Ça, c'est quand même assez important. On n'est pas simplement sur un outil visuel où je discute, genre un Messenger, mais je suis aussi dans un outil que je peux intégrer et utiliser à l'intérieur même de mes projets. Alors, on arrive maintenant, on vous repose un peu, on va faire un petit break. On vous pose la question dans l'onglet sondage, justement, sur ChatGPT et sur l'intelligence artificielle. Voilà, une question, des propositions de réponse, votez. Est-ce que, par exemple, l'intelligence artificielle permet de donner une conscience aux machines afin de prendre des décisions, permet d'entraîner des machines avec des modèles pour effectuer des tâches intelligentes? Est-ce qu'elle a conscience d'elle-même et peut faire preuve de créativité? Donc voilà, n'hésitez pas à voter, petit test, voilà, voir si vous êtes attentif finalement à tout ce qu'on dit, c'est ça. Voilà. Et pendant que vous répondez à ces petits sondages, on a des questions, 2 questions de Mostafa qui sont assez générales, je les affiche quand même. Quelle est l'efficacité de ChatGPT dans l'environnement professionnel, en particulier en termes de réponses précises et pertinentes à des questions et des problèmes complexes? Donc ça, c'est une question un peu globale, générale. Et la deuxième l'est tout autant. De quelle manière l'utilisation de ChatGPT sur le lieu de travail peut-elle être optimisée pour améliorer la productivité et améliorer l'expérience utilisateur globale des employés et des clients?
Donc Voilà, voilà, deux grosses questions. Moi, j'aurais envie déjà de commencer en introduction en te disant ça dépend des besoins, ça dépend tout à toujours des fait. besoins, de sa réalité de terrain, de ce Exactement. qu'on veut faire finalement. Exactement. Donc, c'est vrai qu'un client n'est pas l'autre, un milieu professionnel n'est pas l'autre. Maintenant, pour parler de l'efficacité, puisque c'est un petit peu ce qui inquiète généralement les personnes par rapport au chat GPT, c'est de dire à quel point il fait vraiment gagner du temps ou à quel point ça devient plutôt une habitude d'utilisation qui n'apporte pas grand-chose. L'efficacité va dépendre de la façon dont on l'interroge finalement. ChatGPT a deux problèmes, on va dire, de manière générale par rapport à un assistant humain. C'est que, premièrement, sa connaissance est limitée jusqu'en 2011, si je me souviens bien. 2021. 2021, pardon. 2011, ça aurait été Oui, un peu 2011, plus ça aurait été un longtemps. peu tard. Effectivement, 2021. Donc, voilà, toutes les nouveautés, on ne les aura pas. Donc, c'est vrai que si, par exemple, je suis dans un milieu professionnel où je dois me baser sur des textes de loi, par exemple, pour prendre des décisions, ce qui serait un peu dommage si j'ai fait des études d'avocat, mais bon, imaginons, ça risque d'être compliqué dans les dernières infos. Par rapport à bêtement le contrôle technique, contrôle technique moto maintenant qui arrive, si j'ai besoin de pouvoir avoir des infos de comment bien le faire, ChatGPT ne sera pas capable de me répondre. Deuxième chose, c'est que ça dépend comment je lui pose la question. Si je lui dis simplement, tiens, j'aurais pu le faire ici, fais-moi un webinaire, par exemple, sur ChatGPT, il m'aurait fait 3 lignes et puis c'est tout. Et l'efficacité, moindre, la précision de ce qu'il allait me dire, pas grand-chose. Donc, il va falloir effectivement que j'apprenne à apprivoiser cet assistant. Finalement, on a un peu le même comportement avec un assistant humain, où on va d'abord devoir commencer à le connaître, voir comment je dois lui poser la question, et puis venir lui donner à manger. Du contexte. Voilà, du contexte. Sans contexte, finalement, on n'a pas vraiment la réponse qui nous intéresse. Si je commence à poser des questions sans contexte à mon chat GPT, il va le prendre par rapport à la première info qu'il va trouver dans sa base. Donc effectivement, si je lui dis, tiens, je veux avoir des informations sur un ours en peluche, il va me parler des ours en peluche, alors que moi, je voulais, par exemple, l'ours en peluche particulier qui s'appelle Teddy Ruspin, etc. Si je ne lui ai pas donné le contexte, voilà. Et encore, il va me décrire, or, moi, ce que je voulais, c'était savoir où je peux l'acheter, par exemple. Je ne vais pas donner le contexte, il ne sait pas me préciser vraiment l'information. Et donc, de manière générale, pour l'efficacité au niveau professionnel, il va falloir être très précis dans ce que l'on demande. Et donc, c'est ça qui devient un peu compliqué, c'est que finalement, on va passer beaucoup de temps à réfléchir à comment poser la question pour obtenir une réponse. Par contre, ce qui est hyper intéressant avec ce chat GPT, c'est qu'il garde un historique de votre conversation. C'est-à-dire que si vous lui posez une question et vous dites « ça ne me convient pas, il me manque ça, sois plus précis sur ceci, j'ai besoin de telle info, je ne veux pas utiliser tes librairies payantes en tant que développeur », eh bien, il va me permettre d'aller un peu plus loin. Par contre, de temps en temps, soyons honnêtes, il va parfois nous donner un petit peu n'importe quoi. Je donne un bête exemple. J'ai eu besoin ici pour une présentation avec un étudiant, dire tiens, j'ai besoin d'un code qui va me permettre de transférer des fichiers en PDF. Je lui demande de me faire un code pour montrer un petit peu. Il utilise une librairie payante. Je lui dis je ne le veux pas. Il me propose un autre code totalement non fonctionnel. À ce moment-là, je lui dis écoute, donne-moi des liens qui me permettent de savoir trouver sur Internet ce dont j'ai besoin. Il m'a donné des liens, 10 liens pour être précis. Sur les 10 liens, 8 ne fonctionnaient pas. Donc, clairement, on a encore ce petit problème on va dire de finitude, on va dire ça comme ça, qui fait qu'à un moment donné, clairement, si je veux de l'efficacité, je dois être précis dans ce que je demande et je dois continuer à discuter avec lui pour me proposer la meilleure solution possible et à un moment donné, le quitter. Soyons honnêtes, à un moment donné, dire « Ok, j'ai eu tout ce dont j'ai besoin » ou « J'aurais espéré plus, mais je dois en quitter ». Donc, je ne sais pas si ça répond vraiment à la question à ce niveau-là, parce que cette question c'est une question vaste, très large. On est bien d'accord. Il faudrait voir, effectivement. Mais en résumé, ce que je pourrais dire, posez la question la plus précisément. Ne vous contentez pas de la première réponse. Essayez de le challenger. Et si ça ne va pas, mais il reste quand même Google, il reste quand même des recherches, et il reste votre intelligence pour pouvoir y arriver. Mais c'est vrai que ChatGPT pourrait être votre petit déclencheur pour arriver à votre solution. Je prends l'exemple du premier webinaire. On avait une question qui était, par exemple, comment ChatGPT peut m'améliorer dans ma vie de tous les jours, sans autre contexte, sans rien. Donc finalement, nous aussi, on est comme ChatGPT. On ne sait pas, on ne connaît pas les gens, on ne sait pas ce qu'ils font, donc on ne sait pas comment ils peuvent les aider. Mais j'ai une question qui va concerner les développeurs. Enfin, c'est pas moi, c'est Denis qui a une question. Il dit, est-ce que ChatGPT ne risque pas de mettre la pression surtout sur les devs juniors et à long terme, du coup, les seniors, ou les employeurs ne risquent-ils pas encore d'être plus frileux sur l'embauche des juniors? Alors, j'aurais tendance à dire que, au contraire, il ne va pas mettre la pression sur les devs juniors. L'avantage, effectivement, du chat GPT, c'est que ça va éviter de longues recherches aux développeurs juniors et plutôt d'avoir, en tout cas, les pistes de solutions s'ils sont face à un problème ou une demande par rapport à leur employeur. Je pense que, clairement, à l'état actuel, vraiment à l'état actuel de l'IA et en tout cas de ChatGPT, GPT-4 et autres, l'employeur qui voudrait dire tiens, je ne vais pas prendre un junior parce que finalement, il n'ira pas assez vite, ou alors je te dirais il faut que tu ailles plus vite parce que tu n'as qu'à utiliser ChatGPT, ça serait donc
qu'un employeur qui n'aurait pas vraiment une conscience de ce que c'est, cette IA. Alors, ça peut arriver, on est bien d'accord, mais je ne pense pas que ça va mettre la pression, effectivement, sur les développeurs juniors, et à plus long terme, sur les seniors non plus. Ça doit être considéré comme vraiment un outil, vraiment, qui va être utilisé. Maintenant, l'avantage, effectivement, c'est qu'en tant qu'employeur, je sais que mes employés vont pouvoir utiliser cet outil en plus. Et je vais devoir évidemment allonger la monnaie si je veux qu'ils utilisent correctement et permettre ainsi, effectivement, peut-être d'améliorer les performances de développement ou en tout cas diminuer peut-être le poids de certaines tâches comme le testing, etc. Et justement, libérer mes seniors, libérer mes juniors et leur permettre effectivement d'évoluer de manière beaucoup plus sereine. Donc, je pense qu'au contraire, ça deviendrait bénéfique plutôt que, allez, on va dire, j'allais dire maléfique, c'est pas vraiment ça, mais plutôt qu'effectivement quelque chose qui serait néfaste, je veux dire, aux développeurs juniors. Maintenant, pour être tout à fait honnête aussi, un développeur junior, si il se contente d'utiliser ChatGPT plutôt que de réfléchir, ça c'est clair que ça sera effectivement très très mauvais pour lui, puisque finalement, il ne ferait que du copier-coller sans comprendre ce qu'il fait. Hein, bon, je pense et il faut toujours se dire quelle est ma valeur ajoutée aussi derrière. Tout à fait. Sachez que si vous êtes engagé en tant que développeur junior, c'est que probablement votre CV, pas votre ChatGPT convient. Donc vos connaissances et votre expérience. Vous pourrez effectivement utiliser ChatGPT tout au long de votre vie, mais c'est votre expérience par rapport aux problèmes donnés qui va vous permettre effectivement de faire la plus-value. Donc, je ne pense pas clairement qu'il va venir mettre la pression. Il va plutôt venir être un outil, comme on a eu à un moment donné le publipostage pour faire des lettres, et donc les personnes n'écrivaient plus directement dans la lettre. Bon, ça n'a pas mis la pression, c'est juste un outil utilisé en plus. C'est ça. Ouais. Finalement, il faut s'adapter. Exactement, tout à fait. Et c'est une capacité que l'être humain a. Je fais un petit tour du côté des sondages. Tu vois que finalement, pour eux, ChatGPT à 89% aide le développeur à se concentrer sur les tâches à valeur ajoutée, on en a parlé. Et pour eux, à 97%, l'intelligence artificielle permet d'entraîner les machines avec des modèles pour effectuer des tâches intelligentes. Parfait, super. Donc, ça veut dire que effectivement, ma mini-intro était plus ou moins compréhensible. Et bien maintenant, on va passer dans le vif du sujet. Je pense que tu as quelques petites démonstrations et peut-être quelques exemples concrets aussi à nous montrer. Tout à fait, exactement. Donc ici, on va diviser encore peut-être en plusieurs parties, mais on a d'abord ChatGPT en action. Alors, le problème du ChatGPT, vous le savez comme moi si vous l'avez testé, c'est qu'à certains moments, il n'est plus accessible parce que trop de demandes, on est bien d'accord. Donc, je n'ai pas pu malheureusement le faire en live ici. Enfin, je pourrais le faire en live, mais ça veut dire qu'une fois sur deux, ça planterait, donc ce n'est pas le but ici. Donc, je me suis arrangé plutôt pour préparer ces petits print screens, pour montrer un petit peu comment je pouvais évoluer, toujours dans cette optique de ChatGPT m'accompagne dans chacune des étapes. Et donc ici, je me dis, au départ, OK, j'ai un besoin par rapport à un client. Donc, on a ici, effectivement, j'ai besoin d'une application mobile qui permet d'être sensibilisé aux actions locales, projets objectifs développement durable, etc. J'explique qui je suis une ASBL, je veux avoir la possibilité d'avoir un quotient écologique. Donc, vous voyez, je n'utilise pas des mots simples non plus. J'essaie de lui parler comme j'allais parler à, je vais dire, mon analyste, qui devrait peut-être, mon business analyst, qui devrait le mettre en place. Je lui explique un petit peu le processus que j'aimerais bien avoir, et puis je lui demande, tiens, donne-moi des user stories. Ces user stories sont donc vraiment dans le processus, on va dire, agile, le point de départ finalement du développement. Alors, vous voyez qu'ici, il prend son temps, déjà, pas de problème, il me répond, ce qui est déjà très bien, ça n'a pas planté. Et je vois ici, effectivement, il me dit, première user story, en tant que citoyen, je vais m'enregistrer dans l'application mobile. Je pense que tous les développeurs ici se disent, oui, si je dois faire une application mobile, je devrais commencer par pouvoir m'enregistrer. Donc, on est bien d'accord sur ce côté-là, il n'est pas du tout à côté de la plaque. Alors, je ne vais pas toutes les lire, le but, c'est vraiment de voir comme ça, mais il me propose ici 6 user stories par rapport à ma demande. Alors, remarquez, ma demande est très, très courte. Donc, je ne vais pas donner un dossier d'analyse complet. Je vais donner vraiment la base de la description de ce que je voulais pour me permettre après de peaufiner. Et c'est là que ça va devenir intéressant d'avoir un humain plutôt qu'un ChatGPT. C'est que si je prends, en tant que citoyen, je veux pouvoir utiliser mes points bonus pour obtenir des réductions chez les partenaires d'applications mobiles, j'ai tout dit et j'ai rien dit. On est bien d'accord. Ouais. Il y a encore derrière une découpe, etc. Je ne vois pas non plus le poids de ces user stories. Combien de temps ça va prendre, laquelle est plus primordiale par rapport aux besoins, etc. Mais en tout cas, il m'a proposé un premier jet que je vais pouvoir donc utiliser ensuite avec mes développeurs. Je vais même plus loin. Je me dis, tiens, OK, j'ai des user stories. Et avant d'aller vers mes développeurs, je pars sur le principe du TDD. TDD, donc, on fait d'abord du test-driven développement. Donc, on commence par écrire les tests et puis le code. Et je me dis, tiens, si j'ai une description de mes user stories, je vais pouvoir lui poser la question de me dire, tiens, prépare-moi des tests que je vais transmettre à mes développeurs.
Et lui va pouvoir ainsi, à partir de ces tests-là, essayer de répondre un maximum à mes besoins. Alors ici, je l'ai fait, effectivement, je l'ai demandé, je pense, c'était en C#, pour la petite histoire. On voit effectivement, en tout cas, vous le mettez dans un code, dans un Visual Studio, quoi que ce soit, il n'y a pas d'erreur au niveau syntaxique et autres. On voit effectivement qu'il me propose certaines choses. Maintenant, vous voyez, le test unitaire, enregistré citoyen, point. OK, peut-être un petit peu, on va dire ça comme ça, mais OK, c'est un test comme un autre. Par contre, effectivement, après, il va un peu plus loin. Il se dit, tiens, OK, si c'est par exemple l'affichage d'un commerçant, association, organisation, tiens, tu auras besoin de l'organisation 1 pour pouvoir le vérifier, la 2, etc. Tu dois avoir l'info, tu dois avoir appelé telle info. Et puis à la fin, je dois être certain, avec les is-true, que c'est bien telle et telle organisation que j'ai récupérée. OK, étape plus intéressante déjà. Je vais encore plus loin, je lui dis, tiens, pour le 4, dis-moi un petit peu. J'ai mon QR code. Donc déjà, il faut qu'il comprenne le principe du QR code. Donc ça, c'est déjà bien. On sent qu'au niveau technologie, en tout cas, quand on lui pose des questions, il sait de quoi il parle. Donc ça, c'est déjà bien. Et derrière, là, il va un peu plus loin et il me dit, tiens, il y a un système de points. J'ai le système de points, donc je dois voir que j'ai des points bonus. Je dois scanner le QR code, citoyen, récupérer. Voilà. Ça reste basique comme test, on est bien d'accord. Mais n'oubliez pas que je lui ai donné 10 phrases. Donc, si je vais un peu plus loin et que je lui donne vraiment une description complète des besoins, une description un peu comme font les analyses, parce que c'est là qu'on a besoin finalement de l'homme, de l'humain, pas de l'homme, de l'humain de manière générale, on est bien d'accord, il va pouvoir le décrire très précisément. Et donc, son niveau d'efficacité dépendra clairement de la façon dont je lui aurai posé la question. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. Ensuite, je vais plus loin. Et je me dis, OK, mais moi, j'ai aucune idée de comment on fait une lecture de QR code. Moi, je ne suis pas développeur, je suis développeur junior, c'est la première fois qu'on me pose la question, pourquoi pas. Et je lui dis, tiens, donne-le-moi. Mais j'ai une contrainte supplémentaire, c'est que jusqu'à présent, je lui ai demandé de travailler en C#, et là, non, j'ai besoin de travailler plutôt en Ionic. Ionic, donc langage plutôt orienté mobile. Et je lui ai demandé un premier jet. Alors évidemment, étant donné que je ne veux pas payer des bibliothèques, je lui pose la question, je lui dis, je ne veux pas de bibliothèque payante, je veux pouvoir scanner le QR code, soit Ionic, voilà un peu ce que tu me proposes. Et il me propose un code. Alors ce code, effectivement, n'est peut-être pas parfait. Ça, je n'irai pas jusque-là. Il y a sûrement des choses que je devrais améliorer au niveau de ces éléments-là. Mais en tout cas, j'ai la structure complète. J'ai les informations sur les composants qui sont intéressants. Et on ne le voit pas bien sur le print screen, mais ensuite, il a une explication de ce code. Il ne se contente pas de me dire, tiens, voilà ce que j'ai récupéré sur Stack Overflow, ce que pourrait faire un collègue mal intentionné ou distrait, on va dire ça comme ça. Mais il va plus loin. Il me dit, voilà, ce code va utiliser telle et telle, information, et il y a tel et tel risque également. Donc ça, c'est assez important vraiment de dire qu'il va quand même nuancer sa réponse et ne va pas simplement rester en disant tiens, voilà le code, débrouille-toi. Si maintenant ce code ne fonctionne pas, alors je n'ai pas l'exemple ici, mais vous avez une erreur, vous reprenez l'erreur, vous dites dans le code que tu m'as donné, j'ai eu telle erreur, eh bien il va nous proposer une solution. Ça, c'est intéressant aussi. Maintenant, encore une fois, ne pas se laisser mener par ChatGPT. C'est vous le maître de ChatGPT, c'est pas l'inverse. Parce qu'on peut vite se laisser, évidemment, embarquer à ce niveau-là. Mais tu as une question, justement, je fais la petite parenthèse, question d'André, qui dit au niveau des propositions d'aide au développement, vu que les réponses sont statistiquement correctes, avec amélioration humaine, cela ne risque-t-il pas à terme de standardiser les solutions ou les approches? Et il avait fait une petite coquille qu'il a corrigée. La créativité ne risquerait-elle pas d'en souffrir au détriment de la rentabilité ou de la productivité? Alors, malheureusement, j'ai tendance à dire que c'est déjà pratiquement le cas. Soyons honnêtes, si vous avez besoin de faire une application web avec un design, si vous parcourez le web actuellement, vous voyez quoi? Des templates Bootstrap qui sont tous structurés de la même façon, avec j'ai changé un peu la couleur, j'ai choisi une belle petite image, etc. Donc cette créativité est déjà, pour moi, un peu bridée par l'actuel, évidemment, besoin de cette rentabilité, de cette productivité. Et donc, une standardisation, finalement, on pourrait se dire, tiens, si j'ai 10 développeurs qui posent la question, je vais avoir 10 fois la même réponse. C'est faux. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est clair que ça, c'est déjà le premier point. On peut se dire, je vais reposer la question, tiens, donne-moi le QR code, du code pour faire Ionic avec du QR code. Il va me répondre peut-être différemment, une autre librairie. Et il ne faut pas oublier aussi, c'est que le but final de ce chat GPT, c'est d'évoluer également. Donc, on a GPT-4 qui arrive ici, nouvelle data, nouveau volume, etc. Il va donc se baser sur des choses plus neuves. Un nouveau code qui est apparu, une nouvelle librairie qui est disponible. Alors, effectivement, la créativité au sens propre du terme, où je commence mon code, je sais où je vais, je l'écris par étapes, et c'est ma logique qui est dedans, je risque peut-être de la perdre, clairement. Je risque peut-être effectivement de me retrouver avec finalement toujours la même chose, initialisation, récupération, exécution, très carré, très... Mais finalement, le développement, même si on a tous des expériences différentes,
Lorsque je vais demander à 5 personnes de faire un code qui va me lire un fichier XML et m'afficher ça en JSON, j'ai quand même pas à avoir 150 façons de le faire. Donc, c'est pas là que ça va être intéressant. Par contre, à partir du moment où je vais dire, tiens, j'ai besoin que ça soit utilisable, ergonomique, là, ChatGPT n'est plus là pour vous. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir venir ajouter le petit grain de sel qui va nous permettre de le faire. Et donc, oui, on va tous partir de la même base, ça c'est clair. On va avoir au départ, on va dire, comme un sculpteur, de la glaise brute, mais ça sera à nous d'aller un peu plus loin et de venir faire en sorte que cette glaise, au final, devienne finalement la statue que j'attendais. Se l'approprier, finalement. Se l'approprier, c'est exactement ça. Maintenant, soyons honnêtes encore une fois, créativité, productivité, je peux parler avec plein de développeurs. Quand ils ont un problème, ils vont sur Stack Overflow. Stack Overflow, finalement, si je pose une question, sur Stack Overflow, j'aurai une réponse, point. Et donc, si on part 10 personnes sur cette réponse, on a également tous, finalement, la même réponse, le même fonctionnement. Donc, ça n'apporte pas plus ou moins de problèmes au niveau créativité. Par contre, ça facilite, effectivement. Et donc, je comprends la question dans ce sens-là, où finalement, on se retrouve à se dire, comme tout le monde va avoir facile à poser la question à ChatGPT, tout le monde va avoir accès à la connaissance. Effectivement, ça c'est le point et c'est le but de l'IA. L'IA, au départ, c'est pour avoir accès à la connaissance. C'est ça son but premier, et de venir nous aider ensuite. Mais accéder à la connaissance, c'est une chose. Moi, je peux lire un bouquin sur, je sais pas moi, la fission nucléaire. C'est pas pour ça que demain, je fais une centrale ou quoi que ce soit. On est bien d'accord, c'est un peu la nuance qu'on va avoir entre les deux. Ben voilà, merci pour la réponse à cette question. D'André, je te remets Parfait. les petits tests. Alors, je vois qu'il y a une petite question aussi qui est là en arrière, mais je sais que je vais y répondre un peu plus tard. Ouais. Donc, patience, Philippe. Oui, s'il y a des questions qui arrivent, on en discutera. Voilà, exactement, tout à fait. Voilà, dernière chose, effectivement, dernière chose dans mon flux, si je continue mon processus, j'ai un code, ok, je dois faire un code review. Alors, le grand principe, déjà, c'est que ce n'est pas moi qui fais mon propre code review. Je ne vais jamais lire mon propre code en disant « j'ai fait du bon travail ». Ça ne se fait pas. Parce qu'on est toujours content de son code. Enfin, certains jamais contents ou toujours contents. Donc, il y a deux extrêmes, on va dire ça comme ça. Donc, le but, quand même, c'est de pouvoir demander à une tierce personne de venir vérifier ce code, voir par rapport à des contraintes. On peut très bien dire des conventions qui ont été mises en place, etc. Eh bien, je peux poser cette question sans aucun problème à ChatGPT et lui définir un contexte également. Ici, on ne voit pas trop la question, effectivement, parce que sur l'écran, j'avais un peu difficile à mettre tout, mais je lui donne un contexte et je lui dis, tiens, j'aimerais bien, effectivement, des pistes d'optimisation, les bugs éventuels, etc. Et je lui donne un code. Ici, on est sur un code qui était, c'est de l'Angular, si je me souviens bien. Je ne sais plus exactement sur lequel j'avais pris. Mais voilà, il est parti. Il me dit, voilà ce que tu pourrais faire. Attention, comme d'habitude, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Donc, ce n'est pas parce qu'ils me proposent effectivement d'optimiser de telle façon que c'est correct. Par contre, clairement, ça m'évite une grande partie d'analyse du code. Et là, alors, la question qu'on va se trouver derrière, c'est de dire, oui, mais alors, est-ce qu'on ne va pas perdre la connaissance de notre propre code ? Et ça peut être effectivement un peu dangereux. Tout le monde a déjà eu l'expérience en tant que développeur de se retrouver à devoir aller dans un code d'une personne qui est partie, qui n'a pas de documentation, etc. Et donc, on se dit, oui, mais si je demande à ChatGPT de me l'expliquer, puis à ChatGPT de me le code review, puis ChatGPT de me faire les tests, puis ChatGPT de... à un moment donné, qu'est-ce qui reste dans le cerveau de la personne ? On est bien d'accord. Il ne faut pas oublier qu'il ne va pas développer à votre place et il ne va pas déployer à votre place, et il n'aura pas les bugs à votre place. Donc, clairement, normalement, ça ne sera pas plus difficile que si vous aviez cherché l'information sur Internet ou sur votre collègue, bien sûr. Par contre, clairement, vous arrivez sur un code non documenté, vous avez besoin de savoir ce qu'il fait. ChatGPT est quand même très, très, très intéressant à ce niveau-là, surtout avec les intégrations des outils dans les EDI, etc., qu'on va voir un petit peu après, dans deux petits outils que j'ai pris en exemple. Mais voilà, ça, c'est vraiment des choses hyper intéressantes que peut nous faire notre ChatGPT et donc nous proposer ici, voilà, dans la méthode Untel, il serait peut-être utile de vérifier si la réponse contient effectivement les propriétés étendues. Ouais, mais alors moi, de mon côté, si je regarde ma logique, je dis, mais non, jamais ça pourrait arriver, ça, donc je n'ai pas intérêt à le faire. Ou au contraire, ah oui, effectivement, un cas concret pourrait être là. Donc ça va me permettre, encore une fois, de m'aider à réfléchir à mon code. Quand on a le nez dans le guidon, c'est parfois compliqué de prendre de la distance nécessaire par rapport à son propre code. ChatGPT prend cette distance d'une manière totalement froide et carrée, on est bien d'accord. Je pourrais m'engueuler avec lui, mais ça juste pour le plaisir, on est bien d'accord. Et puis aussi, le fait que si tu as besoin de cette review, tu n'es pas obligé de demander à ton collègue qui a des contraintes temporelles, etc. Au moins, tu sais l'avoir quasiment instantanément. Dès que ChatGPT est disponible, bien sûr. Mais effectivement, ça, c'est l'autre avantage, c'est que je n'ai pas à planifier des séances avec mon collègue qui va devoir venir voir ou quoi que ce soit. Je peux lui demander. Maintenant, pour être tout à fait honnête, ce que je ferai, c'est probablement ChatGPT en code review et mon collègue en review du review. Ouais, on va dire ça comme ça. Mais voilà, c'est-à-dire qu'encore une fois, il est là pour nous préparer le travail, nous mâcher le travail, pas pour le faire à notre place. Ça, c'est vraiment important de le garder en tête. Et donc, il va me préparer en me disant, voilà les endroits où j'ai détecté des problèmes, à moi d'analyser, à moi d'aller voir comment je peux le régler.
et à voir si effectivement ça vaut la peine de le régler. Mm. Bien d'accord. Si j'ai un cas sur 10 000 où effectivement ça pourrait poser problème, est-ce que ça se tient au niveau business? À discuter, peut-être chef de projet et autres, bien sûr, à ce niveau-là. Et donc justement, l'intérêt finalement, c'est peut-être pas d'utiliser ChatGPT comme n'importe qui. Alors, n'importe qui, n'importe quelle personne qui va aller sur le ChatGPT, qui va tranquillement taper sa question, mais plutôt d'utiliser les outils qui sont intégrés. Alors évidemment, moi ici, j'ai utilisé, pour les exemples, 2 plugins chez Microsoft, puisque ChatGPT étant racheté par Microsoft, c'est déjà plus vite intégré dans les outils. Vous avez JetBrain, par exemple, qui permet de le faire. Et vous avez une jolie petite flopée de plugins à gauche, à droite, faits par des passionnés de l'IA, qui vous permettent d'utiliser ce ChatGPT à l'intérieur de vos EDI. Là, ça devient vraiment un outil d'aide. Alors, vous avez déjà probablement utilisé des JetBrain, des Visual Studio Code, des Visual Studio, qui sont déjà là avec un certain, ce qu'on appelle l'IntelliSense, qui finalement est déjà de l'intelligence artificielle, puisqu'elle est là pour dire, ah ben tiens, il semblerait que tu veuilles arriver à ça, ou voilà ce que je peux te proposer. ChatGPT va une étape plus loin, par rapport au contexte du code, par rapport même à un commentaire. On verra ça dans l'intégration plutôt GitHub Copilot, qui finalement se base également sur le codex derrière, qui est également la base de ChatGPT, mais va pouvoir dire, ah ben tiens, il me semble que tu voudrais faire ceci, et aller beaucoup plus loin. L'intégration de base, via CodeGPT sur Visual Studio Code, via Visual ChatGPT Studio ou ChatGPT tout court dans les différents DI, vont me permettre au travers d'un simple petit clic droit d'aller chercher l'info. Je vous propose peut-être d'ailleurs de regarder ça en action. Donc on a la première petite vidéo. Première petite vidéo sur laquelle on va regarder un petit peu ensemble ce qui est envisageable, ce qui peut être utilisé. Donc voilà un petit exemple de l'intégration d'un code GPT à l'intérieur. Vous voyez qu'en fait, on a plus que de l'IntelliSense. Pourquoi plus que de l'IntelliSense? L'IntelliSense, elle va me permettre effectivement de dire, ah ben tiens, quand je fais A fois B, il va me dire, égale quelque chose, ok. Mais vous avez remarqué ici que j'ai commencé par add. Et en faisant add, il m'a proposé sub, il m'a proposé bull, il m'a proposé diff, finalement, le reste en se disant, je pense que clairement, s'il veut faire une addition, il aura probablement besoin de faire le reste. Et finalement, là, j'ai peut-être tapé 3 lettres, allez, on va dire 4 en criant très fort, et puis la tabulation, et il me donne toute l'info. Il me dit, ben voilà, tu as 4 constantes avec tes éléments qui te permettent de faire des calculs, et puis tu me fais une petite fonction, comme ça je l'appelle et je dis ce que je dois faire. On est d'accord, toute personne ici, c'est pas énorme, on est d'accord, on se dit, oui, c'est un petit code tranquillou, mais s'il peut déjà faire ça avec une addition, là, vous allez voir avec GitHub Copilot par exemple, qui est derrière un peu plus tard, c'est clairement beaucoup plus intéressant parce qu'il va, dans le contexte, me donner de l'info. Déjà, le fait qu'une IA puisse dire add, ça veut dire que ce n'est pas ajouter un élément dans un tableau, mais bien une addition, savoir le contexte et me proposer l'étape suivante, c'est déjà vraiment très, très intéressant. On a une deuxième petite vidéo. Et donc, une deuxième, oui, petite vidéo, effectivement, qui est l'utilisation un peu plus, je vais dire, dans le contexte, on va dire ça comme ça, un petit flou au départ, mais rassurez-vous, le flou arrive vite. Voilà, je peux chauffer une petite pause sur le net si tu veux. Parfait, nickel. Marqué ici, voilà, j'ai quoi? J'ai un serveur express qui est là, qui est disponible, et j'ai besoin d'avoir des infos sur ce code express. Donc là, j'ai intégré, donc on est dans Visual Studio Code, j'ai intégré le plugin CodeGPT. Il va me permettre quoi? Via un menu contextuel, un petit clic droit, d'aller lui dire, tiens, explique-moi le code, commente mon code, ou va me chercher des bugs, ou n'importe quelle autre question, on est d'accord à ce niveau-là. Donc, si on avance un petit peu au niveau de cette vidéo, j'ai tout sélectionné et je lui ai demandé, tiens, j'aimerais bien que ce code, tu me l'expliques et tu me le refactorises si c'est possible. Voilà. Regardez ce qu'il me fait. Le code refactorisé. Il reprend tout le code. Là, on peut peut-être mettre pause parce que je sais que ça peut prendre un peu plus de temps au niveau du fonctionnement. Il va peut-être pas tout modifier, mais il va venir vérifier, effectivement, tiens, est-ce que j'utilise bien telle librairie? Est-ce que je peux changer telle ou telle méthode? Est-ce que je changerai mon port, etc. Alors, ce qui est par contre un peu déstabilisant, c'est qu'il peut très bien me dire, voilà le code refactorisé, et quand on l'a lu, c'est le même code. Ça doit juste être un petit peu, on va dire, l'autosatisfaction, de se dire, finalement, mon code, il est parfait. Ça ne veut pas dire qu'il est parfait, mais en tout cas que je n'irai pas plus loin avec mon ChatGPT. Donc voilà, très très intéressant à ce niveau-là. Je peux aussi, à partir de là, venir lui donner une demande de génération de tests, génération de commentaires, et qui viennent vraiment m'expliquer le code ligne par ligne. C'est vraiment quelque chose de vraiment très très intéressant. Voilà. Alors, il y a une question sur laquelle je voudrais bien rebondir, parce que je la vois passer de Alain, qui me paraît assez intéressant, parce que c'est vrai que je parle de code pour l'instant. Dis-moi. Et donc Alain qui dit, déjà penser à réfléchir comment ChatGPT pourrait aider UML.
Alors, je trouve ça assez intéressant parce qu'effectivement, on parle souvent de code et on voit du texte, clairement. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Plante-UML, qui est un petit outil qui permet, au niveau textuel, de décrire des diagrammes, etc. Eh bien, je peux demander à ChatGPT de me produire ce code pour me mettre en place ce diagramme UML, que ce soit le diagramme, le use case, que ce soit le séquence, etc. Donc, il peut venir m'aider effectivement à le produire, m'aider à mettre en place déjà les premières entités, tout ça à partir d'un Mmh. texte. Donc ça, c'est vraiment assez intéressant. C'est vrai qu'on parle toujours du code au niveau développeur. Il y a la partie analyse, hein, qui est quand Mmh. même quelque chose d'assez assez important au niveau du processus de développement. Et ChatGPT peut nous aider à ce niveau-là aussi, clairement. La seule chose, c'est qu'actuellement, il n'est pas capable en direct de générer un diagramme au niveau Ouais. visuel. Mais comme on a de plus en plus d'outils qui permettent d'avoir de manière textuelle une description et obtenir au final le diagramme, eh bien, lui va Ouais. pouvoir le faire. Donc ça, c'est vraiment très, très Faut intéressant à juste ce niveau-là. utiliser toutes les petites intégrations, tous les plugins. Exactement. En fait, c'est là que ça devient intéressant. Si on s'arrête sur ChatGPT, finalement, c'est juste un chatbot. Ouais. Et on s'arrête là. Ce qui devient intéressant, c'est que ce chatbot, couplé à d'autres outils d'édition, ou même, on va dire, peut-être des outils de génération visuelle, j'allais dire création, c'est pas vraiment de la création si à partir du moment où c'est lui qui le fait, ou en tout cas je fais la Mmh. distinction de mon côté, eh bien en utilisant tous ces petits plugins et en utilisant ce qu'ils me proposent dans d'autres outils, on finit par avoir un processus de création personnelle basé sur ChatGPT, mais qui m'est propre. C'est moi qui ai décidé de passer par tel et tel endroit, tel outil, de définir telle information, de lui préciser. Et que ce soit pour UML ou que ce soit pour d'autres, effectivement. Question d'Axel, est-ce que les nouvelles versions de framework langage pourraient-elles justement être influencées par ChatGPT? Alors, tout dépend ce qu'on entend par influencer. Ça serait peut-être intéressant. Alors, si on parle d'influencer dans le sens où les nouveaux langages seront, entre guillemets, plus simples et que finalement, je ne marquerai que quelques lignes et lui fera le reste, un peu comme il y a eu la grande promesse des langages 4GL, hein, 4e génération, où je peux écrire en français ce que je veux et lui fait tout derrière, il est possible, clairement, que alors pas ChatGPT en lui-même, mais que l'IA, à un moment donné, devienne finalement une partie intégrante du langage de développement et qu'au lieu de dire, ah ben tiens, je fais ma boucle, je fais mes indices, j'ai mes éléments, je lui dis, voilà, j'ai besoin de parcourir ces éléments et que finalement l'IA derrière le fasse. Ça, c'est tout à fait Mmh. possible, effectivement. Maintenant, il ne faut pas oublier que l'IA, c'est quand même quelque chose d'hyper complexe à entraîner. Et donc, juste se dire, je vais avoir un langage de programmation qui va tout faire pour moi, c'est pour moi, pour l'instant en tout cas, pas envisageable, dans le sens où il reste quand même des business différents, des contraintes différentes, et qu'on ne peut pas tout donner à manger au niveau de l'IA. Justement, tu avais cette sous-question d'Axel qui disait, mais si c'est capable d'apprendre par soi-même, hein, on l'a dit, est-ce que un jour, ce ne serait pas capable de dire, j'ai plus besoin des humains, je sais m'améliorer, je sais faire un site web ou autre chose, donc remplacer un homme ne devrait pas être un problème. On en est loin. Alors, on en est très très loin maintenant. Effectivement, ça refait référence peut-être au fameux Skynet de Hein. Terminator, hein. Effectivement, on en est loin. Maintenant, c'est vrai qu'à terme, il se pourrait qu'effectivement, il n'ait plus besoin de l'humain pour produire. On est bien d'accord. Je peux avoir mon IA et lui dire, écoute, j'ai besoin de telle application en fin d'après-midi et qu'il me la fasse simplement avec les données que je lui ai données. Pourquoi pas? Jusque-là, pas de problème. Il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, pour qu'elle puisse évoluer, il faut que l'humain, finalement, produise des données, que ces données vont Mhm. être utilisées. Donc, on en est loin quand même. Je pense que on sera tous retraités, voire peut-être plus, le jour où effectivement l'IA se dira j'ai plus besoin de l'humain, surtout qu'en gardant en tête, l'IA reste finalement une succession d'algorithmes et n'a pas de volonté propre, n'a Mhm. pas de sentiment, ni rien, malgré tout ce qu'on peut faire croire. Parce que c'est vrai que si vous prenez les derniers, vous avez Bing de chez Microsoft qui vient d'intégrer effectivement aussi un outil de dialogue. J'ai eu l'occasion de me faire maltraiter par cette IA parce que je lui posais trop de questions. À un moment donné, il m'a dit, écoute, je pense que tu as eu assez de réponses, on peut arrêter là la conversation. D'accord. Et on pourrait se dire, OK, il est nerveux, cette IA m'a ennuyé, ou cette IA m'agresse, mais pas du tout. C'est juste un comportement programmé. Alors maintenant qu'effectivement, on peut prendre un peu le fantasme, hein, et se dire, au travers des analyses de données, à un moment donné, pour protéger l'humain, l'IA va prendre le contrôle. Restons dans la science-fiction à ce moment-là. Pour l'instant, ce n'est pas encore tout à fait le cas. Par contre, clairement, ça devient un allié pour l'humain, un allié pour l'enseignant, pour le professionnel, pour l'employé. Même, on pense toujours au niveau technologique, l'IA est très intéressante également, même pour des métiers plutôt manuels. Prenons un exemple, Microsoft propose ses HoloLens, que vous avez déjà peut-être aperçu, en tout cas très cher, mais enfin bon voilà, qui est en fait de la réalité augmentée.
basé sur une IA qui va permettre par la suite, effectivement, de dire, bah, tiens, je suis devant une panne moteur, je suis un professionnel mécanicien sur une panne moteur. Grâce à ces HoloLens et à l'information de la base de données sur le type de voiture, les pannes qu'il pourrait avoir, les pannes classiques, le type, eh bien, il va me donner des indications. Donc, même dans un métier qui n'est pas technique, au sens, je vais dire, développement IT ou quoi que ce soit, cette IA va venir être notre allié, va venir nous aider. Donc ça, c'est important. Mais nous remplacer et réparer la voiture, c'est pas encore le cas. Pas encore. Pas encore. Je pense que tu avais encore une vidéo peut-être ici. Oui, tout à fait. Que tu devais partager celle-ci. Effectivement, tout à fait. Si ma mémoire est bonne. Ta mémoire est parfaite, Merci. effectivement. Donc, je vais effectivement partager une petite vidéo. Donc, où cette fois-ci, on va juste le temps de la retrouver. Voilà, partager. Voilà. Est-ce que le partage fonctionne? Peut-être quelques instants. Voilà, je pense qu'il y est effectivement. Donc là, je suis dans un projet un peu plus complexe, hein, pour donner l'exemple. Cette fois-ci, je ne suis plus dans Visual Studio Code, je suis dans Visual Studio tout court. Donc c'est Visual Studio, outil de développement, hein, pour faire du .NET, du C#, faire aussi d'autres choses super intéressantes. Et je me retrouve ici avec effectivement un upload de fichiers, quelque chose d'assez classique, hein, on va dire ça, au travers d'une API. Je ne suis pas certain effectivement de la qualité de mon code, ce n'est pas le but ici, mais moi je vais lui poser des questions. Et donc, en lui posant les questions, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pouvoir sélectionner mon code, la totalité. Donc là, je lui demande vraiment. Parce que l'un des problèmes de ChatGPT, parfois, c'est le volume qui, à un moment donné, il bloque à ce niveau-ci. Et vous voyez ici, j'ai été un peu vite, peut-être que je vais mettre le petit pause. Voilà. Vous voyez ici, j'ai directement intégré dans mon EDI un Visual Studio ChatGPT qui me dit, OK, qu'est-ce que tu as besoin de faire? Compléter mon code, ajouter des tests, trouver des bugs, optimiser, expliquer, ajouter un comment, ajouter un résumé, faire n'importe quoi, vous posez la question comme vous voulez, effectivement, à ce niveau-là, faire un petit custom avant, etc. Vous avez vraiment maintenant un outil qui vous permet de dire, mais je veux, voilà, mon code, il est là, j'ai passé du temps à l'écrire, j'ai besoin maintenant de le commenter parce qu'on me l'a demandé ou parce que j'en ai besoin, j'ai besoin de créer des tests, mais je vais lui demander. Et en lui demandant, lui, il va le faire tranquillement. Alors, par contre, en termes d'intégration, il devrait jouer un petit peu plus là-dessus parce qu'il m'intègre les tests directement dans mon code. J'aurais préféré qu'il me le mette dans un fichier séparé. Mais voilà, il est parti, il me dit, OK, il me propose un test. Alors, vous allez me dire, oui, mais s'il me propose un seul test, oui, OK, mais on sait très bien que quand on fait des tests, il y a le test de quand ça fonctionne, le test quand ça ne fonctionne pas, les tests un petit peu limites sur le côté, hein, on dit, tiens, dans tel cas, il faudrait qu'il vérifie ça. En fait, c'est ce qu'il va me faire. Il va me proposer un test, mais pas qu'un test. Il m'en propose un deuxième, où il va vérifier autre chose. Il me propose à l'intérieur de faire du mocking, qui est déjà un concept un peu particulier. Donc, on arrive déjà, alors, encore une fois, peut-être pas totalement fonctionnel, il faudrait que je repasse un petit peu dessus, mais en tout cas, j'ai mon test, mon corps de texte, mon squelette qui est défini pour moi, qui va me permettre de dire, OK, par rapport à ce code-là, voilà les tests dont j'ai besoin. Si je vais un peu plus loin et que je couple ça au contexte de départ, qui était mes user stories, qui était mon analyse, etc., mes tests unitaires vont être vraiment précis par rapport à la demande business. Vous voyez, il ne s'arrête pas. Hein. Donc, il est parti là, il va créer mes mocks, il va créer mes éléments. Voilà, il me fait quelques lignes, on voit en dessous, hein, ligne 165, 166, il est parti, il y va sans aucun problème. On a vraiment ici une intégration complète de tests et il ne s'arrête pas de dire « Ah ben, j'ai juste testé, je te donne ça, merci, au revoir ». Donc, on est vraiment maintenant dans des intégrations au niveau des EDI, et ça, c'est pour Visual Studio, mais on a effectivement d'autres, je vais dire, possibilités, où on a un analyseur de code qui va vraiment nous aider étape par étape. Et via un plugin, vous voyez, j'ai pas eu besoin de faire Mathsup pour pouvoir faire mon clic droit. Je crois que le clic droit, c'est ce que tout le monde sait faire. Chez Microsoft, ils l'ont bien compris d'ailleurs parce qu'ils mettent des clics droits partout quand on a besoin de quelque chose. Voilà, simplement, le chat GPT est là, je fais un clic droit, je lui demande une info, il me la propose. Ça, c'est quand même super intéressant. Pour l'écrire, j'aurais pu l'écrire, ça m'a pris un peu plus de temps, ça c'est clair. Maintenant, attention, peut-être que ça me prendra autant de temps maintenant de vérifier ce qu'il me donne. Ça, c'est un petit peu le problème pour l'instant à voir à ce niveau-ci. Je vois que tu as une question. Alors, bonjour tonton. Je ne sais pas si c'est ton neveu ou si c'est la famille ou si c'est les amis. Oui, c'est ta collègue. Je vois que tu utilises CodeGPT dans les deux VS. Par contre, pour l'utiliser, il faut une clé API qui n'est pas gratuite actuellement. Comment as-tu fait? Alors, il faut savoir qu'effectivement, oui, rien n'est gratuit dans ce monde. Ça, c'est la première chose, on est bien d'accord. Deuxième chose, il faut savoir que malgré tout, tu as accès quand même, pendant une période donnée, à une version d'essai, où tu vas pouvoir utiliser la clé pour pouvoir l'intégrer dans tes éléments. Donc, effectivement, comme on se connaît bien, Loïc, n'hésite pas, je pourrais te transmettre l'information au niveau du fonctionnement, en tout cas de ma clé. Maintenant, il faut faire attention, effectivement, parce qu'à partir du moment où je vais dépasser le nombre de tokens, parce qu'ils appellent ça vraiment des tokens pour les échanges, là, ça va être directement sur ma carte de crédit, ce qui peut effectivement être un peu plus cher. Maintenant, GPT-3 reste gratuit pour les students. Il faudrait que je revérifie, mais normalement, il y a une version student que vous pouvez utiliser qui vous permet d'avoir un nombre limité, mais en tout cas de testing. GPT-4, lui,
il n'y a même pas besoin d'en parler pour l'instant au niveau prix. Il n'y a pas de version gratuite au sens propre du terme. Mais ici, vous pouvez très bien l'avoir. Je pourrais peut-être regarder vite fait 2 petites secondes. Ou alors je vous mettrai peut-être, ce sera peut-être plus simple, je transmettrai De mettre le lien, peut-être ouais. un petit lien pour voir un peu comment l'intégrer. Mais effectivement, si vous n'avez pas votre clé, ben, vous n'irez pas plus loin. Ça, c'est tout à fait d'accord. Ce qui est logique. Il faut quand même un peu de sécurité derrière au niveau de l'utilisation. Et bon, ben, il y a eu quand même pas mal de travail derrière cette IA et pas mal d'argent aussi injecté dedans, donc c'est logique que ça ne soit pas totalement gratuit. D'ailleurs, il y avait eu souvent la question aussi de, tiens, c'est OpenAI, est-ce que c'est open source? Ben, malheureusement, non. Non. Voilà, malheureusement, non, à ce niveau-ci. Alors, je pense qu'on en a fini pour cette partie-là. Et on va parler justement de GitHub Copilot. Tu avais une question de Philippe, que tu avais dit que tu allais répondre. Quelle est la différence justement entre GitHub Copilot et ChatGPT? On peut peut-être faire l'introduction maintenant. Eh bien, en fait, c'est assez simple. GitHub Copilot est prévu pour le code. Et ça s'arrête là, finalement. ChatGPT est un langage naturel pour répondre à des questions variées. GitHub Copilot a été réfléchi. Et d'ailleurs, j'ai un petit slide là-dessus pour justement montrer les petites différences. Donc, vous avez en fait lu dans mes pensées à ce niveau-là. Si on regarde, en fait, voilà, en résumé, la petite différence qu'on va avoir. Donc, ChatGPT, modèle langage général, etc. Plein de connaissances. Alors, je peux lui demander quelle est la capitale du Botswana, il saura me répondre, il n'y a aucun problème. GitHub Copilot, c'est pas son taf. On est bien d'accord. Il est conçu pour aider à écrire du code. Et il se base sur quoi? Sur vos repositories. Et là, vous dites, attention, repository, ça veut dire quoi? Peut-être que certains se posent la question. GitHub, je crois que tout le monde connaît un peu le Git où on dépose notre code. Deux possibilités, version privée ou version publique. Eh bien, à partir du moment où vous le mettez en public, eh bien, GitHub Copilot peut aller piocher dans votre code pour proposer des solutions. Il est donc basé sur des codes existants et pas sur « Ah, j'ai vu que dans la description du langage, on proposait de faire ça » ou « Non ». Ou Redis, il y a eu une conversation de 3 minutes sur un code, je te le donne. Non, il va aller un peu plus loin. Il va utiliser comme source, en plus, tout le monde public des repositories au niveau de GitHub. Et donc, effectivement, du côté ChatGPT, à partir de rien, il génère du code. Enfin, il génère des réponses. C'est-à-dire qu'il a un modèle qui lui permet de faire croire qu'il dialogue. On va dire ça clairement. GitHub Copilot, son but, c'est pas ça. Il veut pas parler avec vous. Il veut juste vous donner une réponse concrète par rapport à un code. Et donc, il analyse le contexte dans lequel on se trouve. Il voit ce que je veux faire. Il va chercher dans son base de données où il y a tous les repositories publics ce qui correspond le mieux. Et il nous propose. Donc, en fait, on est encore dans la prédiction, on va dire ça comme ça. Mais basé sur la statistique. Tiens, j'ai retrouvé, pour faire ce que vous demandez, dans 80% des cas, les développeurs font de telle façon. OK, je te le mets en avant. Donc ça, c'est quand même une grosse différence à ce niveau-là. Utilisable, évidemment, dans plusieurs langages, même si pour l'instant, effectivement, on a une extension dans Visual Studio qui peut être utilisée, mais il devrait normalement être, évidemment, distribué sur d'autres langages également. Microsoft ne sera pas avare de ce côté-là. Donc voilà, et donc effectivement, je vois ici une question en disant, nous sommes d'accord que tous les repositories ne sont pas à jour et fonctionnels. Je suis d'accord, effectivement. Donc ça, c'est pour le rebondir là-dessus. C'est vrai que quand on dit, je vais regarder dans les repositories publics, 90% des repositories hyper intéressants sont privés. Ouais. Ce qui semble assez logique. On est encore dans un monde un peu où l'argent est intéressant. Et donc, effectivement, si on a des repositories pour des entreprises high-tech ou autres, je ne vais pas avoir leur code. Donc, ce que je vais avoir, ce sont les publics où généralement, on a une bonne proportion d'étudiants qui déposent leur code, etc., donc très académique. On a un pourcentage aussi d'entreprises qui finalement n'ont rien à cacher et déposent, mais c'est plutôt dans le monde open source qui va être, où va être pioché ces éléments-là. Et donc, effectivement, je ne suis pas à l'abri d'une erreur. Clairement, encore une fois, l'IA, elle ne peut pas être parfaite puisqu'elle dépend en fait de ce que nous, on fait. Et donc, on est bien d'accord, la perfection n'existe pas en ce monde et surtout pas dans l'IA. On est bien d'accord à ce niveau-là, tranquillement. Donc voilà, donc ça, c'est déjà la première différence qu'on a entre les deux. Et ça nous ouvre des portes beaucoup plus grandes. Parce que jusqu'à présent, ChatGPT, on peut considérer que c'est un outil pour tout le monde. GitHub Copilot, c'est un outil pour le développeur à orientation développeur. Donc déjà, la source de départ est très différente. Par contre, l'algorithme qui se trouve derrière, la façon dont ça fonctionne, ça reste Codex, ça reste effectivement celui qu'on utilise derrière mon ChatGPT à ce niveau-là. Et donc finalement, on a le Codex modèle d'OpenAI qui est derrière notre GitHub Copilot. On a tout ce qui est public code au niveau des repositories, en plus de ce qu'ils trouvent déjà sur le web. Donc, ce que vous aurez trouvé sur Stack Overflow ou peu importe, dans un PDF quelque part perdu dans la toile, j'aurais pu trouver à cet endroit-là.
Et il va me donner, par rapport au contexte, il va faire le travail pour moi, en fait. Voilà, en résumé, c'est ça. Moi, jusqu'à présent, quand je suis avec ChatGPT, je dois dire, je suis dans le cadre d'un projet C# et je veux faire ceci dans tel contexte. GitHub, Copilot, prend le contexte de mon code. C'est quel est mon code, connaît mon projet complet, connaît ce que je veux faire, et par rapport à ça, il me propose des suggestions. Alors, je peux faire aussi tap, 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 hein, j'utilise la tabulation, tout est généré, mais je peux aller plus loin, je peux lui demander, tiens, propose-moi plusieurs. Et c'est moi qui choisis. Mais toujours par rapport au contexte. Donc, vraiment quelque chose de beaucoup plus précis. Et quand moi, je valide la suggestion, je nourris mon GitHub Copilot. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on arrive un petit peu avec un certain niveau où on va avoir un peu, si vous avez l'habitude de Stack Overflow, une réputation par rapport à quelqu'un qui répond bien régulièrement aux questions, etc. GitHub Copilot va travailler un peu de la même façon. Et donc, la réputation de la réponse qui aura été intégrée dans les codes va faire en sorte que cette réponse, dans tel contexte, je précise bien, pour tel code, pour telle demande, va être mise en avant. Donc, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus, je vais dire, précis. Pointu, effectivement, même si c'est le même modèle de départ. Hein. On est bien d'accord. Hein. Ça, on est bien d'accord. Mais comme tu le dis, c'est fait, prévu à la base pour les développeurs. Voilà, exactement. Ça a été réfléchi pour les développeurs et pas réfléchi pour tout le monde. Évidemment, en plus, comme ces données sont publiques, on est bien d'accord, c'est le même principe que d'habitude. Quand vous mettez votre repository en public, ça peut être référencé sur votre Google, hein, c'est déjà le cas, etc. Donc, il y avait une question sur les droits d'auteur. Ben, techniquement, non. Vous l'avez mis en public, vous l'avez offert à la communauté. Donc, voilà, on va dire de ce niveau-là, vous avez donné les infos. C'est un peu comme votre photo sur Facebook. Hein, elle est publique, quoi qu'il arrive à la fin. Tant pis si on l'utilise pour les détourner. Donc, son fonctionnement est assez simple au niveau de GitHub Copilot. Donc, il va essayer de comprendre le contexte. Ça, c'est vraiment important. Parce que ce n'est pas à moi. Si je dois commencer, moi, à devoir écrire le contexte, utilisons ChatGPT, ne prenons pas la tête. On est bien d'accord. GitHub Copilot étant payant en plus. Là, il y a une version student que vous pouvez utiliser sans aucun problème à ce niveau-là. À limiter, mais vous pouvez l'utiliser. Il va générer des compréhensions et puis des suggestions. Il est incapable de vérifier si ce qu'il donne est bon. Il est incapable de dire, ah ben je t'ai donné une boucle, etc. Cette boucle, elle est boucle infinie, mais il est incapable de le voir. Parce que 80% des personnes ont fait cette erreur. Alors ça pourrait lancer la question en disant, oui, mais dans ce cas-là, est-ce qu'on risque pas d'avoir une uniformisation ou un lissage au niveau des erreurs? Oui, effectivement. Sauf que là, encore une fois, comme il ne fait pas à notre place, le développeur, à un moment donné, quand il va voir qu'il y a une erreur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le changer. Donc, il nourrit GitHub Copilot en spécifiant, bah, tiens, finalement, c'est pas comme ça que je l'ai fait. Parce que lui garde un historique, garde une façon de ce qu'il a suggéré, pourquoi il a suggéré, etc. Et donc, au final, c'est comme si tous les développeurs travaillaient en même temps sur un même projet en se partageant leurs connaissances. Voilà, ça, c'est vraiment plutôt une communauté à ce niveau-là. Donc, c'est assez intéressant au niveau de la façon dont il va pouvoir fonctionner. Et du coup, on a quelques vidéos. Exactement. Alors, la première est un petit peu de mauvaise qualité, si je me souviens bien. On va t'excuser. Hein. Voilà. Donc, voilà. On a par exemple ici la validation d'un email. Bah, la validation d'un email, voilà, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui sont fans du regex. Moi, personnellement, le regex, le matin, si je dois en faire un, bah, j'ai l'estomac noué pendant quelques temps. Certains parmi vous doivent sûrement pouvoir lire ce regex en disant « Ah bah oui, effectivement, j'aurais écrit la même chose ». Maintenant, soyez honnête, vous avez vu le temps qu'il a fallu pour le faire. C'est le temps réel. Je n'ai pas accéléré la vidéo. Hein. On va mettre comme dans les vidéos à temps réel. On va dire ça comme ça. Il m'a proposé ici et je ne lui ai pas dit ce que je voulais faire. Vous allez me dire si. Pourquoi? Parce que j'ai respecté une convention que tout développeur aime bien. J'ai nommé ma variable ici, dans ce cas-ci, ma constante, sur ce que je voulais faire. J'ai dit is valid email. Lui, il a considéré, OK, donc qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut valider un email. Je te propose, tu reçois un email? Oui, tabulation. Ah, je te propose une regex. Ah, bah oui, c'est rapide, pas de problème. La voilà, parfait. Est-ce que tu peux me renvoyer le retour? OK. 3 tabulations. Je pense que ça parle de lui-même pour dire que franchement, c'est assez intéressant. 6 secondes, du coup, la vidéo. Voilà, 6 secondes pour arriver à ça. Je défie les personnes qui ont l'habitude de faire du développement de le faire en 6 secondes. Je pense que c'est un bon challenge. Voilà, ça pourrait être sympathique, effectivement. Tout à fait. Alors, autre... Ah non, j'ai remis la même. Mais voilà, 6 secondes. Hein. Voilà, 6 secondes, ce n'est pas perdu. C'est pas perdu. J'en profite peut-être pour répondre à une question que je vois ici sur les guides des bonnes pratiques pour faire demande à ChatGPT par Pierre Sandron. Je vais... Voilà. Effectivement, des mots-clés à utiliser, il y en a plein. Il y a des façons de le faire, ce qu'on appelle les prompts. Je ne les ai pas en tête, pour être tout à fait honnête avec vous. Hein. Je ne les ai pas toutes en tête, surtout que comme il y a des petits malins qui essayent de challenger ChatGPT, l'algorithme change, il y a des garde-fous en plus, etc. Mais vous pouvez facilement, honnêtement, trouver des prompts en spécifiant vraiment quels sont les mots que je vais pouvoir mettre en évidence,
de quelle façon, entre guillemets, ou mettre attention, venir spécifier un contexte, etc. Vous avez la possibilité. Je n'ai pas de lien ici. J'essaierai peut-être d'en trouver. Si j'en ai, je le déposerai peut-être à Adrien pour le Ça mettre. va. Mais voilà. Mais il y a effectivement plein de mots-clés qui peuvent être utilisés, un peu comme l'autre que vous connaissez, Midjourney, où il y a une façon de demander pour que l'image soit correcte et pas avoir un truc qui a été fait au pinceau rapidement par un enfant de 3 ans. Donc, voilà. Et donc, oui, revenons effectivement à cette vidéo où je le challenge un peu plus, mon copilote. Je me dis, bah, tiens, j'aurais besoin d'un formulaire. Et donc, bah, tout le monde sait écrire de l'HTML. Juste pour vous montrer qu'on peut changer de langage. Hein, jusqu'à présent, j'ai pris C#, j'ai pris JS, et vous êtes en train de vous dire, oui, ce sont des langages quand même vraiment qui ne sont pas déclaratifs. Mais même un langage déclaratif de type HTML, c'est parti. Regardez, je mets un label first name, il me propose un input, bah, tu veux encoder les first name? Bah oui, c'est ce que je veux faire. Last name, ok, c'est bon, c'est parti. Et puis à un certain moment, vous voyez, il commence tout doucement à se dire, bah, finalement, dans la plupart des cas, quand on demande le first name, last name, on demande l'âge. On demande peut-être également l'email, etc. Bon, il ne me le propose pas ici. Je me dis, bon, ok, là, il m'a fait un petit formulaire. Formulaire, alors vous allez me dire, quel était le but de ce formulaire? Est-ce que c'était une inscription? Est-ce que c'était pour envoyer un mail? Est-ce qu'on n'en sait rien? Et GitHub Copilot n'est pas capable non plus de le savoir. Donc, ceci illustre 2 choses. La première chose, c'est qu'il est capable effectivement de déduire que, tiens, si je mets un label first name et un input, c'est probablement lié. Donc, ça, c'est très intéressant. Il est capable de me le faire correctement avec le type, le name, le placeholder, etc. Mais il va juste déduire par rapport à ce qu'il voit. Et si 80% des formulaires commençant par first name et last name ont âge ensuite, il va me proposer âge. Or, moi, ce qui m'intéressait peut-être, c'était pas du tout l'âge, c'était autre chose. Donc, il n'est pas, évidemment, parfait, encore une fois, il est faillible. Mais en tout cas, là encore, on est à quelques secondes, hein, et il m'a construit mon petit formulaire. Alors, allons plus loin. Regardons la vidéo suivante. Je me dis, bah, tiens, ok, moi, je vais prendre un serveur maintenant. J'ai un serveur et je vais faire un petit serveur. Alors, le temps qui se lance au niveau du flou, je me dis, ici, je vais aller un peu plus loin. Au lieu de commencer à écrire, je vais lui mettre un commentaire qui définit ce que je veux faire. Et je lui dis que j'ai envie d'envoyer le formulaire vers un HTTPS, API, quelque chose. Vous voyez qu'il me fait encore un peu de propositions, mais ça ne m'intéresse pas, donc je change, apiami.com. Voilà, et puis c'est parti. Regardez ce qu'il me fait. Il est parti. Il me dit, ah tiens, je te propose via un getElementById, ça ne m'intéresse pas, je vais travailler autrement. Très bien, je vais utiliser le form, c'est parti. Regardez le code qui m'a mis en 30 secondes. Quoi. Il y a le prevent default que tout le monde fait de toute façon pour empêcher que le submit se fasse. Il va chercher le form, il va chercher les datas, il fait l'XML request, il me fait le post, il me send les datas. Et moi, pendant ce temps-là, je bois un café. Alors, encore une fois, ce code n'est pas parfait. Il y a des vérifications, il y a peut-être des JSON, il y a plein de choses que je pourrais rajouter. Mais encore une fois, je reviens sur ce que j'ai dit. L'IA est là pour nous aider au départ, de nous faire le squelette, et ensuite à nous de mettre notre intelligence dedans. S'il faisait tout pour nous, à un moment donné, effectivement, il nous remplacerait. Il n'est pas capable, comme vous voyez, de me remplacer complètement, parce que, par exemple, j'aurais pu avoir une contrainte qui me dit, bah tiens, j'ai besoin que ce soit des personnes de plus de 18 ans. Et je ne lui ai pas demandé. Ouais. Ici, je suis parti d'une simple phrase, send form to, point. Si je vais un peu plus loin et que je dis, envoie-moi le formulaire, vérification, etc., je pense que d'ailleurs, je crois que la vidéo suivante... C'est sur l'oubli. Voilà, effectivement. Je me retrouve ici en me disant, ah tiens, j'ai oublié l'email. Donc effectivement, hop, je viens rajouter ici un label fort. Alors je me dis, tiens, je vais changer un peu. Je tape mon petit email et il va me construire évidemment mon input juste après. Hop là, c'est parti. Tabulation, tac, j'ai mon email. Bah, il faut que je change mon code de l'autre côté. Bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ici, hop, le petit constant de vérification d'email qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Isvalide email. Alors, vous voyez qu'il essaye au fur et à mesure de m'aider. Donc, c'est un peu perturbant au départ parce que pour ceux qui sont très pressés, on peut arriver à faire des tabulations et se retrouver avec un code complet qui ne correspond pas du tout à ce qu'on voulait au départ. Donc, il faut quand même lire à ce niveau-là. Mais voilà, j'ai créé mon isValidate. Il me le prend ici. Regardez, paf, il va me chercher directement dans le form. Mon email, ma value, c'est fini. Donc, ça veut dire qu'il s'adapte vraiment au contexte. Je viens de rajouter une fonction, il me le propose de l'utiliser. S'il n'avait pas eu le contexte, ChatGPT, qu'est-ce qu'il m'aurait proposé? Bah, il m'aurait proposé le code de validé d'email que j'ai vu au départ, au lieu de me dire, bah, tu peux appeler la méthode à tel endroit que tu as créé. Et il m'envoie directement le alert, le return, etc. Donc ça, c'est évidemment des petits cas un peu sympathiques. Bon, je n'ai pas été trop loin non plus, hein, on peut le pousser vraiment très très loin, mais ce sont des cas qui sont là vraiment pour nous transférer, nous montrer qu'il est capable par rapport à mon code personnel de me donner des indications. Qui sait que quelqu'un a marqué un isValidEmail en tant que constante? Peut-être beaucoup de personnes, soyons honnêtes, c'est un nom assez classique, mais il a quand même déduit par rapport à mon contexte, c'est ça que je voulais l'utiliser. Donc GitHub Copilot est vraiment, là le nom est super bien choisi, un copilote. C'est le copilote dans votre voiture lorsque vous faites du rallye qui vous dit il y a un tournant, faites demi-tour. On va dire ça. Ouais. Et alors, tu as aussi pour les serveurs, si je ne m'abuse. Tout à fait.
Et donc, au final, là, je me dis, je vais aller un peu plus loin sur le serveur. Et donc, je retire tout mon code. Et je me dis, tiens, j'ai besoin, effectivement, hop, de venir le retransformer ou quoi que ce soit. Alors, ce qui aurait été intéressant peut-être, je ne sais pas s'il y a moyen de retourner un tout petit peu dans la vidéo parce qu'elle a été un peu vite, de voir On a du simplement... flou un on petit a du peu, flou, ouais. c'est pas grave. Mais au-dessus, j'avais commencé également en copilote en disant, voilà, j'utilise Express, serveur, je veux avoir effectivement un form qui va utiliser les datas. Alors évidemment, il y a le petit truc, on va attendre quelques instants, comme ça, il va aller à l'étape suivante. Voilà. Voilà. Je veux le port Intel, je veux poster mes datas, je veux avoir le first name, last name, l'email, etc. Et vous voyez que là, c'est déjà mieux. Il me fait un code beaucoup plus précis. Et à côté de ça, une fois qu'il me l'a proposé, je demande à ChatGPT de vérifier le code de GitHub Copilot. Vous voyez, donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'à un moment donné, donc on retourne, en fait, c'est un peu comme l'une des premières vidéos, mais c'était pour vous montrer ici que clairement, je commence par GitHub Copilot pour me dire produis-moi un code, et je redemande à ChatGPT pour voir s'il peut l'optimiser, pour essayer d'utiliser d'autres sources. Et finalement, c'est ça qui est intéressant. Le final, c'est de se dire, je n'ai pas une seule IA, j'ai plusieurs outils, et c'est la combinaison de ces outils qui devient intéressante, vraiment à ce niveau-là. Voilà pour Copilot, du coup. Et je pense qu'on a des petites questions à leur poser sur oui, tout à fait. ChatGPT et Copilot. Rendez-vous dans l'onglet sondage, bien évidemment, avec 2 petits sondages où on vous demande, voilà, Copilot, est-ce qu'il utilise ChatGPT pour nous produire du code à la volée? Est-ce qu'il utilise des sources publiques et des sources Internet pour nous suggérer du code, ou il ne fonctionne qu'en Python? Et est-ce que ChatGPT donne toujours un code fonctionnel sans erreur? Est-ce qu'il permet de coder dans des langages en respectant les dernières versions de ceux-ci? Ou est-ce qu'il peut être utilisé pour obtenir des informations sur un code? Voilà, rendez-vous. Petite question Oui, c'est simple, juste, on n'est voilà, pas, effectivement, juste pour, voilà, on ne va comme pas. avec parfois un piège, on va dire ça comme ça, histoire de titiller peut-être ceux qui aiment le Python. Ça, voilà. C'est parce que, alors, soyons honnêtes, je vous laisse évidemment répondre à la question. J'ai mis Python, puisqu'on le sait très bien, Python est un langage qui est fortement utilisé pour tout ce qui est IA, etc. Donc parfois, dans l'inconscient collectif, on se dit, tiens, si l'IA est développée en Python, je vais devoir l'utiliser en Python. Voilà, c'est pour ça qu'il y a une petite coquille, on va dire ça comme ça, que j'ai mis au niveau des questions, histoire d'attirer l'attention. Mais on voit que Copilot, pour 86%, utilise des sources publiques et des sources Internet pour nous suggérer du code. C'est bien cela. Et ChatGPT peut être utilisé pour obtenir des informations sur un code à 76%. À 24%, il permet de coder dans des langages en respectant les dernières versions de ceux-ci. Alors, je sais que je me suis trompé dans la date tout à l'heure, parce que j'avais dit 2011, mais 2021. 2021. Voilà, mais effectivement, les langages, si vous prenez de l'Angular qui évolue pas mal ou d'autres langages qui évoluent, malheureusement, ça s'arrête en 2021 pour notre ami ChatGPT. Donc, lui, nous donner des informations dans le dernier langage, dernier plugin, etc., c'est pas possible. Par contre, GitHub Copilot peut me donner effectivement ces éléments-là. Donc, on va avoir cette petite nuance effectivement entre les deux. C'est comme pour la première question où on a 15% qui dit qu'il utilise ChatGPT pour nous produire du code à la volée. Cette question est un petit peu à double tranchant parce qu'effectivement, comme je l'ai dit, derrière GitHub Copilot, qu'est-ce qu'on a? On a la même racine que ChatGPT. Donc effectivement, on pourrait considérer qu'il va me générer à la volée. Sauf qu'il ne le génère pas à la volée via ChatGPT, mais via le codex qui est derrière, via l'algorithme. Donc la petite nuance, elle est là. Pour ceux qui sont trompés, c'est pas trop grave. Finalement, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On va remettre ta présentation à l'écran. Voilà pour les petites vidéos. Et alors, tu vas nous parler justement des API OpenAI. Voilà. Et je pense qu'on a des petites vidéos déjà maintenant. Alors, on a des petites vidéos, mais je vais d'abord peut-être présenter un petit peu, parce que jusqu'à présent, et dans la plupart des dialogues, etc., qu'on a sur ChatGPT et autres, on dit toujours « Ah, je peux l'utiliser en tapant ou en intégrant dans le plugin ou quoi que ce soit ». Mais en fait, ça va plus loin que ça. Comme je l'ai dit au départ, ce qui est super intéressant, c'est que ces IA vont pouvoir enrichir, non pas mon code, parce que ça on l'a vu maintenant qu'ils pouvaient enrichir, mais l'expérience utilisateur que j'ai derrière. C'est-à-dire venir ajouter des chatbots, venir ajouter la génération à la volée d'images, venir rajouter de l'autocompletion, venir rajouter la récupération de données simplement par rapport à un prix, par rapport... Voilà, je peux l'utiliser comme une IA propre. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que finalement, comment fonctionne cette OpenAI API, voilà, on va dire ça comme ça, c'est que finalement, tout commence par le prompt. Donc, ta question tout à l'heure en disant, tiens, est-ce qu'il y a des astuces, etc., c'est ce fameux prompt. Finalement, c'est ce que j'encode, on est bien d'accord. Ce prompt envoyé vers le codex, vers le DaVinci Codex, on va dire que le nom est bien pris, va effectivement aller chercher dans sa base de connaissances et me proposer des éléments en sortie.
Je vais peut-être partager un petit peu mon écran quelques instants concernant justement cette API. Donc, hop, on va y arriver. Voilà, hop, partager. Je pense que ça va apparaître dans quelques instants. Le voilà. Voilà. Donc voilà, ChatGPT, effectivement, a la possibilité, enfin ChatGPT, excusez-moi, OpenAI, on dit toujours ChatGPT, mais techniquement derrière, c'est OpenAI, effectivement, derrière. La maison mère. Voilà, la maison mère, effectivement, qui a eu la bonne idée de se lancer là-dedans, soyons tout à fait honnêtes, surtout financièrement par la suite. Il me propose ici, effectivement, une documentation assez sympathique qui me permet d'aller travailler avec mon OpenAI. L'avantage, c'est que vous connaissez sûrement peut-être pas l'IA, vous n'êtes peut-être pas des développeurs IA ou quoi que ce soit, et vous dites, oui, ok, si je dois commencer à utiliser l'intelligence artificielle, moi, les mathématiques, je ne connais pas, l'algorithmie, oui, ok, je sais faire une boucle. Il n'y a pas besoin de tout ça. Le but de l'AI, ici, c'est d'être disponible au travers d'une API simple où je fais ma requête HTTP et je récupère ma réponse. Aussi simple que ça. Grâce à ça, j'ai différents modèles qui vont pouvoir être utilisés. Parce que derrière ChatGPT ou derrière Midjourney ou derrière GitHub Copilot, il y a des modèles qui ont été entraînés. Ils n'ont pas tous été entraînés de la même façon. Vous pouvez considérer comme une équipe d'athlétisme, on va dire ça comme ça. Ils ne font pas tous le lancer du javelot ou la course à pied ou quoi que ce soit. Et donc, différents modèles existent qui sont là pour répondre aux besoins, soit d'une completion, soit de répondre à une question précise, soit de préparer un peu de code, etc. Et donc, on a différents modèles qui sont disponibles et qui sont fournis à travers cette API. Ces modèles vont me permettre ensuite, comme par exemple le texte DaVinci 03, de répondre à une question. J'ai peut-être le 02 ou le turbo qui va me permettre de répondre plutôt à une complétion. Il termine ma phrase, change-moi ça, génère-moi une image, ah tiens, ça c'est encore autre chose. Différents modèles sont mis à votre disposition. Ça veut dire que ce qui est super intéressant là derrière, c'est que toute la partie machine learning, qui prend énormément de ressources, récupérer les datas, les classer, les structurer, etc., nous on arrive à la fin et on profite de tout. Donc, on profite du travail pour pouvoir l'utiliser. Et cette intégration, vu qu'en plus, c'est un HTTP classique, tout langage peut l'utiliser. Et donc, vous voyez ici, pour l'instant, vous avez la completion qui permet de compléter simplement un texte. Vous avez le chat. Alors, ça, c'est ChatGPT, clairement, on est bien d'accord. Vous avez l'edit également, qui va permettre de vérifier, d'éditer quelque chose qui existe déjà, de venir avoir des instructions, des paramètres supplémentaires, des images, et audio, des files, la modération, etc., etc. Il y a de tout. Il y a de tout pour tout. Vous pouvez même jusqu'à lui donner des données en entrée pour lui redonner un contexte plus conséquent, un peu comme fait Copilot, pour pouvoir aller plus loin. Et donc, au travers de ça, ce qui est intéressant, alors je vais voir s'il me répond aujourd'hui. Je vais aller peut-être partager un autre écran, parce que si je peux le faire sans les vidéos, ça peut être intéressant, sait-on jamais à ce niveau-là. C'est un risque que je prends, ChatGPT n'étant pas toujours, je vais dire, disponible à tout moment. Je vais aller chercher... Il nous reste 10 minutes pour le petit point timing. Donc, voilà. Donc, on est large pour expliquer. Après, on pourra... Voilà. Je vais venir chercher ici. Alors, si je le retrouve, voilà. Un petit outil de développement, enfin de test, on va dire, le temps que ça arrive. Voilà. Vous le connaissez peut-être, c'est Postman qui existe aussi, Insomnia, etc. Bref, ça me permet d'interroger une API, de simuler. Et voilà, j'ai par exemple ici le fameux completion. Le fameux completion, c'est en poste et je lui envoie des infos. Tout d'abord, le modèle que je veux utiliser. Et ensuite, bien entendu, la question que je veux poser. Dans la partie authorization que je ne vous montrerai pas, il y a ma clé. Effectivement, je ne vous la montre pas parce que si vous l'utilisez, ça risque de me poser des problèmes par la suite. Ben, vous pourrez en trouver une facilement. Et je dis simplement ici, voilà, peux-tu convertir 10 € en dollars? Bon, question bête, on est bien d'accord. Je l'envoie simplement. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est que je contacte effectivement le serveur de l'API, je lui envoie les infos et lui, il fait exactement comme sur le chat GPT. Et donc, deux possibilités. Soit ça me plante parce qu'il y a un timeout parce que ChatGPT ne répond pas, ou en tout cas, l'API derrière ne répond pas. Soit j'aurai la réponse. Vu la vitesse à laquelle ça répond actuellement, je pense que nous pourrons passer aux vidéos. On va passer aux vidéos. On a prévu le plan B. Parce que je pense que là, il ne me répondra pas, en tout cas, avant les 10 minutes restantes. Alors, on va dire ça comme ça. C'est pas, mais on avait donc, tout je vais arrêter mon petit partage, je pense, à ce niveau-là. Le voici, la petite vidéo. Sachez que dans la version payante, effectivement, ici, moi, je suis toujours en version test, entre guillemets, extérieure, vous avez une meilleure, je veux dire, réactivité. En tout cas, une meilleure disponibilité. Donc voilà, c'est exactement le code que je vous ai montré. Donc comme ça, je ne vous mens pas. C'est la même vidéo, on va dire à ce niveau aussi. Donc je lui dis, tiens, j'ai un rôle de user, parce qu'il y a aussi des rôles, suivant ce que vous voulez demander, etc. Dans la documentation, vous pouvez voir, pour juger un peu la précision.
Voilà, donc là, c'était un peu plus Ça a rapide. été plus rapidement. Voilà. Hein. C'était vers minuit et demi, hein, donc c'est pour ça que c'était assez rapide. Mais voilà, il me répond directement en disant, ben voilà, ok, le Compton, oui, actuellement 10 $ équivaut environ à 11,76 $. Voilà, 10 euros, pardon, à ce niveau-ci. Il me donne également les tokens, c'est ce qui va me coûter. Donc ça, c'est intéressant de le savoir aussi, hein, qu'effectivement, ben ici, j'ai un Prompt Token de 19, Completion Token 19, Total Token 38, ben c'est ce que je devrais payer derrière. Okay. Donc les tokens sont monétisés à ce niveau-là. Et alors, il peut corriger une phrase aussi, comme on va le voir ici. Exactement. Et donc là, je fais petit clin d'œil peut-être à l'univers Marvel, pour ceux qui ont connu. Je s'appelle Groot, hein, qui franchement n'est pas très très français. Eh bien là, voilà, vous voyez, j'utilise ce modèle différent, le DaVinci Edit 001, qui est un modèle qui est là pour vérifier si une phrase est correcte et me proposer quelque chose, ou en tout cas m'aider, on va dire, au niveau de l'édition du contenu. Donc il y a effectivement, je lui dis corrige cette phrase, mais je pourrais lui dire mets-la moi en anglais, transforme-la moi en chinois. Voilà, j'aurais pu le faire. Et effectivement, on sait tous que c'est « je m'appelle Groot ». Alors, c'est plus français. Plus français à ce niveau-là. J'en discutais avec Adrien ce matin, je l'avais relancé et il m'avait rajouté autre chose en disant « je m'appelle Groot et je ne suis pas ton ami ». Bref, vous voyez, les réponses peuvent être un petit peu différentes. Ouais, mais comme on l'a dit tout à l'heure, peu importe finalement ce que tu lui demandes, Exactement. il peut te sortir de différents. Enfin, tu peux lui poser la même question, mais il te sortira un truc différent, effectivement, puisque on n'est pas réellement à une personne, on est à quelqu'un qui va aller chercher l'information au travers de ces datas, vraiment à ce niveau-là. Et donc, effectivement, on a du chat, de l'embedding, image generation, du fine-tuning, du test completion. On a vraiment une panoplie d'outils qui est vraiment très intéressante. Je vais peut-être juste regarder si de mon côté... Ah ben, il m'avait répondu. Donc, ça, c'est cool. Donc, je vais juste vous partager mon écran pour vous montrer qu'on a eu une réponse différente, effectivement, à ce niveau-là. Donc, ça lui a pris un peu de temps, mais à première vue, il n'est pas trop saturé pour l'instant. Voilà, ça c'est enfin terminé, donc le temps que ça apparaisse chez vous. Voilà, on avait une simple réponse, ça vaut autant. Ben voilà, maintenant ici, je peux convertir 10 euros en dollars pour toi. Au taux de change actuel, équivaut à environ 11,50, donc on a perdu un petit peu. Ouais. Voilà. Cependant, le taux de change peut varier en fonction des fluctuations du marché. Ouais, réponse qui est plus complète, voilà. ouais. Et pourtant, même prompt de départ. Ouais. Donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est que on a des nuances par rapport à la réponse. Et on pourrait se dire, oui, mais c'est parce que je lui ai posé la question d'une certaine façon. Non, là, je suis sur le même prompt. Dernier petit exemple, espérons qu'il se lance ici. Je l'avais fait juste avant. Ça, c'est celui que j'aime bien. C'est celui qui est derrière Midjourney ou Dali, etc. On a la possibilité ici, voilà, je dis, tiens, le prompt, c'est du côté image génération. Un petit peu d'humour. Je lui dis, tiens, j'aimerais une image d'un pingouin faisant un barbecue sur la plage. Hyper important. Hein. Tout le monde a besoin de cette image à un moment donné. Je lui dis, tiens, j'aimerais bien 2 images et je lui donne une taille. Eh bien, en faisant ça, il me propose ici effectivement 2 images à la fin. Ces 2 images, si je partage peut-être ce qui donne à la fin, parce que je me suis dit que peut-être il n'allait pas le trouver, donc j'ai copié effectivement l'élément, eh bien, je me retrouve effectivement avec un lien vers une jolie petite image qui, comme vous le remarquerez vous-même, est quand même d'assez bonne qualité, hein, et pourrait être utilisé pour les flyers pour le barbecue de ce week-end si vous en avez prévu un. Ouais, donc il vous permet vraiment de faire pas mal de choses. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'ici, je n'ai pas été au travers de ChatGPT. Je n'ai pas été sur le Discord de Midjourney. Je n'ai pas été sur l'interface d'Oli. Non, je l'ai intégré dans un outil qui va interroger une API. C'est-à-dire, vous faites du Python, du C#, du Java. Votre API, vous pouvez l'interroger. Vous pouvez donc l'intégrer. Alors effectivement, vous allez me dire quel est l'intérêt au niveau business de générer un pingouin sur une plage. Eh bien, si vous êtes vendeur de barbecue, pourquoi pas. Sinon, effectivement, vous pouvez poser d'autres questions à ce niveau-là. C'est sûr. Donc voilà, ça c'est vraiment la possibilité que vous avez vraiment derrière ces API, hein, finalement. Alors, il y a des choses que j'aurais bien voulu montrer aussi, hein, comme le speech to text, qui peut être très, très intéressant également. Le text completion peut aller beaucoup plus loin. Vous pouvez lui demander, par exemple, de commencer une histoire. Et finalement, c'est vous qui allez faire vivre ce chat GPT, cet codex. Évidemment, pour l'instant, il est dit que ce que vous demandez et l'échange que vous avez ne sera pas pris en compte pour entraîner normalement l'OpenAI par la suite, mais ça pourrait changer. Donc c'est vrai qu'effectivement, il pourrait avoir un débat, mais je pense que peut-être dans votre webinaire, vous en avez déjà parlé en ce qui concerne les droits intellectuels, etc. En tout cas, en tant que développeur, pour moi, c'est un outil qui vient m'aider et c'est un outil qui va vraiment, peut-être pas changer ma qualité de développeur, mais en tout cas améliorer grandement, je vais dire, mon temps où je m'ennuie sur des petits problèmes. Et comme tu le dis, c'est à suivre parce que c'est pas figé, tout ça va encore évoluer. Tout à fait. Merci Michael pour
Avec ta plaisir, Adrien. présentation. On a réouvert 2 petits sondages justement. Je vous invite, il y a déjà eu quelques votes, mais vous êtes encore plus nombreux que ça. Votez évidemment. Rendez-vous dans l'onglet sondages. Dites-nous de 1, ChatGPT, GPT-3, Copilot et autres, est-ce qu'ils vont être de plus en plus intégrés dans les outils de développement pour améliorer la productivité? Est-ce qu'ils permettent d'intégrer facilement de l'IA dans les applications modernes via leur API? Ou est-ce qu'ils vont remplacer les développeurs en permettant la création d'applications de manière autonome? Ça, on a assez tapé sur le clou, je Tout à pense. fait, Et alors, effectivement. aussi, dites-nous finalement si suite à ce webinaire, vous songez à intégrer l'IA dans votre utilisation professionnelle. Oui, vous ne savez pas encore, vous le faisiez peut-être déjà ou non, pas du tout. Je vais profiter que vous votez pour vous rappeler peut-être la date des prochains webinaires consacrés justement à ChatGPT, à l'intelligence artificielle. Ce sera le 30 mars. Alors ici, on sera plus sur, pour tous ceux qui suivent justement voilà, le journalisme ou le marketing digital, parce que voilà, mais voilà, si vous êtes intéressé par ces webinaires, n'hésitez pas à vous inscrire. Également, petite promotion pour un cours que je pense que ce sera en ta compagnie, Michael, mais qui n'est pas encore programmé. Non. C'est sur justement l'introduction et la création d'une IA conversationnelle. Alors, il n'y a pas encore de date, c'est vraiment, voilà, inscrivez-vous si ça vous dit en tout cas. C'est une liste d'attente et en fonction des demandes, peut-être que vous aurez la chance de retrouver Tout à Michael fait. pour, cette formation de 3 jours, je vous ai mis également le lien dans le chat. Et puis alors, dernier petit lien, c'est finalement un petit Google Forms parce que voilà, on aime bien connaître un peu vos besoins de formation, pour savoir si ce webinaire vous a plu aussi. Donc, n'hésitez pas à remplir ce petit Google Forms, ça prend quelques minutes. Vous avez un petit aperçu qui est là. Donc voilà, c'est toujours, ça fait toujours plaisir d'avoir des retours Tout à fait, aussi. Parce effectivement. qu'ici, par le chat, les questions, on ne sait pas trop interagir avec vous, mais voilà, au moins avec un forum, on sait avoir un peu vos Vos retours, vos avis, réactions. tout à En tout fait. cas, merci à toi, Michael. Tu Merci à as toi également. énormément de merci. Tu as Thierry qui te dit que tu es irremplaçable, Oui, Michael. Tu es un développeur de qualité. je crois qu'il y a un Euh, fan club effectivement qui est passé Ingrid par te là. remercie. Sébastien qui adore ton pull également. Ah, Voilà. Loïc pour le petit clin d'œil, un bisou tonton. On va peut-être prendre une ou deux questions. Ce qu'on fera, voilà. c'est qu'on ne va pas répondre à toutes les questions maintenant parce que voilà, il y en a énormément. Ce que je ferai, c'est que on va prendre le temps d'y répondre tout de suite après ce webinaire avec Michael. Et dès que vous reviendrez sur le replay, vous aurez encore vos questions qui seront affichées sur le côté et les réponses seront mises dedans en texte comme on a pu le faire. Voilà, c'est la manière la plus simple finalement, comme ça on respecte un peu le timing de chacun. Je vais regarder, je vais peut-être prendre tout simplement celle qui a reçu le plus de votes et qui n'a pas été répondue. Il y avait cette question d'Alexandre, doit-on se méfier de ChatGPT quant au respect des données personnelles? On en a parlé lors d'un précédent webinaire, Tout à je vous fait. invite. Il y a eu un article qui a été posté dans le chat du soir de notre ami Jacques Follon qui explique justement tout cela. Donc, si vous scrollez un petit peu, c'est Astrid que je remercie qui a mis cet article dans le chat. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, lire du moins cet article. Et alors, dernière petite question, je vais prendre vraiment à la volée. C'est une question de Denis qui dit: quid de l'usage de l'IA dans l'apprentissage? Est-ce que ça peut aussi y donner un boost? Génération de résumés, implémentation, a-t-on des usages de ChatGPT et co déjà posés? Alors ça, je vous invite aussi, Denis, à voir le webinaire qui a été donné la semaine dernière justement sur l'intelligence artificielle dans l'enseignement. Donc si vous retrouvez, de toute façon, il est dans la page des webinaires à la demande. Donc j'ai mis dans le chat. Donc voilà, ça aussi, on en a parlé en long, en large. Peut-être, allez, on va quand même prendre une dernière question concernant l'IA. Question de Loïc, justement. Est-ce que les sociétés diverses dans le développement peuvent proposer à ces devs des licences pour CodeGPT et Copilot, car tous deux sont dans l'ensemble payants? Cela augmenterait la rentabilité et pourrait diminuer certains stress et overdoses de travail long et répétitif. Donc, est-ce que finalement, tu penses que les entreprises, pour reprendre la question d'une manière un peu plus générale, Général. seront prêtes à investir là-dedans aussi? Je pense que oui, oui, clairement. Je pense que
il y a un intérêt au niveau d'une entreprise de pouvoir fournir ce genre d'outils, comme de donner un éditeur correct pour le développement, etc. L'avantage, effectivement, de GitHub Copilot, c'est qu'il est intégré au niveau de GitHub qui a déjà un package professionnel, etc., qui peut être utilisé. Et donc, oui, je pense que ça peut être une très, très bonne idée. Le tout, c'est encore une fois, c'est le business, donc il faut juste vérifier si ça a un apport effectivement correct par rapport à leur business, mais je pense que la plupart des entreprises, effectivement, auraient un intérêt à transmettre ces licences. Maintenant, attention, pour l'instant, les coûts sont quand même assez importants, et donc je pense que c'est peut-être la seule chose qui pourrait être réticente au niveau de l'entreprise, en termes du coût qu'il faudrait payer pour le nombre de développeurs. Ouais. Voilà. Mais je pense qu'avec un rapide calcul, les entreprises devraient vraiment se trouver ça intéressant de pouvoir fournir ce type d'outils, clairement. Et ben voilà, c'était le mot de la fin. Je fais un dernier tour du côté du chat. Tu as Yves qui te remercie, Maria, merci, très intéressant, très agréable, passionnant. Joël a fort apprécié tes exemples d'intégration via de l'API. Enfin du concret, c'est vrai que c'est toujours pour ça qu'on aime bien tes webinaires, Michael, c'est que tu nous montres toujours du concret, des petits partages d'écran. Donc voilà, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous pour ceux que ça intéresse du coup le 30 mars, c'est la semaine prochaine déjà. Passez toutes et tous une excellente journée et à bientôt. À bientôt. Bye Merci beaucoup. bye.